3, 2, 1. Toujours plus, toujours plus fort. Candeloro et les givrés. Si un frisson vous parcourt le dos, ne soyez pas surpris. Total plaisir. Maintenant en direct sur iceradio.com. La première radio des sports de glace en France. Candeloro et les givrés. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Candeloro et les givrés, toujours au rendez-vous tous les mardis soirs de 18h à 20h en direct avec toujours mes amis chroniqueurs préférés. À commencer par Xavier de Bernis en direct de Clermont-Ferrand, j'imagine. Salut Xavier. Eh bien, c'est raté parce que je suis à la neige à Villard-de-Lans. Ah bah ouais, mais enfin à Clermont, il pourrait essayer d'y avoir de la neige, hein, mon petit gars. Et en plus, tu mets ta photo derrière toi, c'est pas la patinoire de Villars, c'est la patinoire de Clermont, que je connais très bien. Tu es très physionomiste, exactement. Allez, on salue l'ami Thierry Adam également, notre spécialiste hockey sur glace, toujours aussi présent, aussi talentueux, aussi professionnel. Salut Titi. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. La pression monte parce qu'on est à une semaine du début du tournoi de hockey sur glace féminin au jeu à Milan. Et puis à quasiment 12 jours pour l'équipe masculine, pour l'équipe de France. Donc la pression monte. On vous dit tout ça avec Xavier aux alentours de 18h30. Et bah avec plaisir, on a hâte d'ailleurs que ces jeux commencent pour qu'on se mette enfin dedans, et je pense que nos supporters français vont se mettre à attendre les jeux, mais vraiment la veille, hein. C'est comme ça que c'est parti. Mr. Y qui est parti du côté de la montagne. Salut Mr. Y, comment ça va Alain? Salut à tous, salut les auditeurs. Écoutez, moi je suis vraiment dans la neige, donc je vais vous faire... J'ai cru que t'allais dire je suis vraiment dans la merde. J'ai cru que t'allais nous dire je suis vraiment dans la merde, donc t'es vraiment dans la neige. Il y a de la neige jusqu'au cou ou quoi à Arèche-Beaufort? Il y en a, ça a pas mal neigé ces derniers jours et j'espère que je vais pouvoir repartir d'ici parce que je suis pas très bien équipé. Mais en tout cas, je vais vous faire partager un petit peu l'esprit de la station où je me trouve. C'est vrai d'ailleurs que t'as... Une neige obligatoire, monsieur. Bah ouais, t'as pas le droit de descendre, hein. Ah bah j'ai des chaussettes. Par contre, on vient d'apprendre une chose, c'est que t'étais mal équipé. c'est pas ce que ta compagnonne m'avait dit, hein. Mais bon, écoute, c'est l'âge peut-être qui fait ça à Mr. Y. C'est une candélorette, ça. C'est une candélorette, bah ouais, mais du bon vieux temps. Grâce au Beaufort, tu vas te rendre fort et là tu seras bien équipé. Bon, en tout cas, tu feras gaffe en rentrant à la maison parce que ici c'est pas terrible non plus à Paris, hein. Beau et fort, oui. Bah je sais, ouais. C'est partout, mais c'est quand même mieux qu'en Bretagne, hein, là, Paris, parce que si tu vas faire un petit tour du côté de ta mère, ça doit pas être terrible. Hein. Bah ça va, elle est plutôt Bretagne du Nord, donc j'ai cru comprendre que c'était quand même plus Quimper qui craignait avec Quimperlé là, qui sont un peu sous l'eau. On salue évidemment les personnes qui se trouvent là-bas si jamais ils ont subi des dégâts. En tous les cas, j'espère que ça va se rétablir. Rapidement, bon, le sommaire d'aujourd'hui, c'est simple, on va parler short track, hein. Ça va être short track et patinage longue piste également, pour prendre un petit peu des nouvelles, des sélectionnés. Les derniers noms sont sortis. On a aussi des bonnes surprises pour les Kovalev au moment pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est Kate qui viendra nous raconter tout ça tout à l'heure. On parlera aussi des résultats des 4 continents, une grosse compétition des autres continents hors continent européen, hein, puisqu'on a eu les championnats d'Europe la semaine dernière. Cette semaine, c'était les 4 continents qui regroupent la Chine, les États-Unis, la Corée, entre autres, l'Australie également, le Mexique. Donc on nous donnera les résultats. On fera un petit tour du côté aussi de la Solideo des Alpes cette semaine. C'est beaucoup d'informations pas très positives d'ailleurs, hein, concernant Alpes 2030. Il y a beaucoup de départs. On se demande d'ailleurs pourquoi la ministre aussi a convoqué un petit rendez-vous express avec les responsables du COJOP et également notre ami Edgar Gros-Piron. Ensuite, on ira du côté de Valence avec Loïc Dorier qui viendra nous présenter la sélection Club France qui aura lieu chez lui du 31 janvier au 1er février. Puis au hockey sur glace, on parlera évidemment, Thierry, avec cette grosse finale de la Coupe de France qui va se dérouler à l'Accor Arena ce week-end, pas plus tard que dimanche. Donc on y sera en principe pour faire commenter le match en direct comme tu l'avais fait l'année dernière avec nous. On va essayer de squatter les couloirs de l'Accor Arena. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Écoutez, pour l'instant c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le petit jingle de l'édito de Mr. Y. Mais Mr. Y, tu veux le faire en live ou tu veux que je balance le petit que tu avais envoyé? Écoute, oui, je te l'ai envoyé, je sais, mais je vais le faire en live. Voilà, il faut savoir qu'ici,
Xavier connaît bien la Pierramenta. Ça va être la 40e édition au mois de mars, là, du 11 au 14 mars. Il y a aussi, tu connais, toi, Marie Bochet, qui est donc une très grande championne paralympique, qui a été, je crois que d'ailleurs que c'est la plus titrée en France. Et puis ici, cette région où il y a très peu de canaux à neige, c'est à noter. On l'appelle le Petit Tyrol parce que c'est vrai que l'été, avec les lacs et tout ça, c'est magnifique aussi. Et puis je parlais la semaine dernière de la sécurité sur glace. J'ai fait une petite analyse. Je crois qu'il y a 98% des gens maintenant qui portent un casque en skiant en montagne, ce qui est assez dingue parce que nous, on a connu le ski, Philippe, où il n'y avait pas du tout le moindre casque sur la piste. De toute façon, nous, on n'avait rien à péter au niveau de la caboche. Hein, donc, de toute façon, ça c'était pas bien méchant. On est tombé souvent. Ouais. On tombait plus souvent sur le cul que sur la tête. Hein. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est le danger des autres personnes qui te rentrent dedans, qui peuvent te blesser gravement. C'est pas forcément toi qui vas te blesser. Philippe, d'accord, mais on a quand même l'exemple de cet acteur qu'on a beaucoup aimé et qui a pris aussi un rocher. Il y a aussi Schumacher. Il y a beaucoup de personnes qui ont percuté seul des obstacles sans qu'on leur rentre dedans. Donc c'est bien que le port du casque soit généralisé. Bon, en tous les cas, toi, t'en as profité durant ta petite semaine de rencontrer du beau monde, puisqu'on aura tout à l'heure, on passera l'interview que t'as fait du directeur du domaine skiable, Jérôme Choudin, et le directeur de l'Office du tourisme que t'as rencontré, Nicolas Bernardi, pour justement nous présenter un petit peu cette station qui mérite, selon toi, d'être un peu plus connue. Voilà, ou peut-être pas, parce que peut-être les gens, ils sont bien quand il y a juste le nombre de touristes qu'il faut, pas plus. Non ? Ils sont bien. Absolument. Je pense que c'est une station qui a la cote. C'est vrai qu'on parle souvent des saisies, on peut-être un petit peu moins d'Arèche-Beaufort. Ils sont très proches l'une de l'autre, ces stations. Et voilà, donc je vais vous faire j'ai appelé l'authentique. Moi, j'avais noté ça comme prenons de la hauteur. Avant, je balance le petit jingle et puis ensuite, tu enchaînes, ok ? Allez, c'est parti, mon petit kiki. iceradio.com. L'édito de Mr. Y. Mr. Y. Mr. Y. Allez, c'est parti pour toi, là. Et si aujourd'hui on prenait de la hauteur, direction la Savoie, au cœur du Beaufortin, là où les montagnes dessinent un paysage à couper le souffle et où l'accueil a le goût du vrai. Arèche-Beaufort, bien plus qu'une station, un village où il fait bon vivre en famille entre traditions et grands espaces, à 2 pas de la ville olympique d'Albertville. Ici, pas la frénésie des grosses stations-usines, mais le charme d'un bourg montagnard à l'histoire riche. Les ruelles, les chalets de pierre et de bois racontent un passé séculaire, des coutumes ancrées, comme les célèbres des Alpes, où le bétail redescend en fête à l'automne. C'est cette âme préservée qui donne à la station son caractère si chaleureux. Bien sûr, l'hiver, le domaine skiable est varié. Des pistes douces aux descentes plus sportives pour les skieurs confirmés et les champions locaux. Mais Arèche-Beaufort, c'est aussi une vie bien au-delà des remontées mécaniques. Et pour les amateurs de tranquillité et de pure nature, le ski de rando et les raquettes invitent au voyage au milieu de sommets majestueux. Ici, chaque journée se termine par un moment de douceur autour d'un bon repas. Et justement, comment ne pas évoquer le Beaufort, ce fromage d'exception, fruit d'un savoir-faire transmis depuis des générations que l'on retrouve sur les marchés artisanaux. Ce fromage au goût de noisette, né dans les alpages juste au-dessus du village, oui, c'est la fierté de toute une région, comme l'emblème d'un art de vivre et d'une terre généreuse. En fait, que l'on vienne pour glisser sur les pistes, partir à l'aventure hors des sentiers battus ou simplement se ressourcer dans un cadre authentique, cette station a un cœur de village qui bat au rythme des saisons. Alors, si on ne recherche pas à tout prix, sans jeu de mots, une station d'altitude, il y a l'esprit du Beaufortin à Arèche. Petit bémol pour Ice Radio et les givrés, il manque une petite patinoire, mais celle olympique des JO d'Albertville n'est pas très loin, moins d'une demi-heure.
Merci Mister Y pour ce petit édito. Alors moi j'ai des petites questions quand même, hein, parce que toi qui as passé du temps là à Arèche-Beaufort, est-ce que tu as mangé une bonne raclette ou une bonne fondue avec ce fromage? Ah ben bien sûr, on mange bien sûr tout ce qui va avec le Beaufort. C'est vrai que ça serait dommage de pas en profiter. Voilà. Bon, Et il y a voilà. quelques restaurants qui sont renommés. oui Titi. Alors, après un tel édito, regarde devant chez toi, je pense que devant la porte, il y a un semi-remorque de Beaufort. Hein. Tu vas vrai ramener que- des meules. Tu vas ramener des meules de Beaufort. Bon, à part le fromage, qu'est-ce qu'on trouve d'autre à Arèche-Beaufort? La charcuterie, Sur le j'imagine. marché. Bah, ce qui est très impressionnant, c'est le Mont Blanc. On voit le Mont Blanc sans arrêt. Et je me demande, moi, comment, et le directeur des pistes va peut-être répondre tout à l'heure, comment il y a autant de neige alors que beaucoup de stations manquent de neige. Il paraît qu'ici, on a l'enneigement d'une station comme Courchevel 1850 et toutes les stations à cette hauteur, alors que nous sommes qu'à 1000 mètres. Peut-être parce que, je sais pas, d'une part, l'exposition est idéale pour conserver la neige qui tombe, et puis peut-être que le Mont Blanc, il retient un petit peu les nuages aussi, et que ça se déverse ici. Je crois que Xavier a connu cette station il y a déjà quelques années. Alors, c'est vrai que on pense à une toute petite station, mais il y a quand même pas mal de chalets. Tout est en bois et c'est ça qui donne un beau caractère. Mais ça s'est bien étendu quand même depuis une trentaine d'années. Alors pourquoi Xavier connaîtrait cette station? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Connais tout Xavier. Ah, ben, Il a coupé du bois? il bouge beaucoup. Non, c'est surtout qu'il y avait un très beau challenge inter-entreprise organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui permettait à des entreprises aux salariés des entreprises de participer aux événements d'envergure en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire de participer à la Pierre-Menta, au Chemin du Soleil, à la Coupe Icare, à tous ces gros événements emblématiques, et on avait un classement entreprise et j'ai géré ce challenge, le challenge Rhône-Alpes pendant 3-4 ans. Mais il se passait quoi dans ce Pierre-Menta là? Explique-nous ce C'est que du c'est. C'est du C'est la plus grande. ski-alpinisme. C'est la plus grande. Attends, vous êtes des spécialistes, des mecs qui veulent marcher dans la neige, mais moi je suis un patineur, excusez-moi. Et puis il y a des auditeurs qui savent pas ce que c'est aussi. Donc il y avait quoi dans ce chat? Dans l'alpinisme, il y a de la glace parfois, Philippe. C'est vrai. Il faut mettre des crampons. Mais dans ce trophée, il y avait quoi d'autre? Il y avait du patinage, il y avait une patinoire à Arèche-Beaufort, Il y non? avait Jamais? pas de patinage et pourtant c'était Gwenal Pesra qui avait été à l'origine de la création de ce trophée, de ce challenge. Et il y avait la descente des gorges de le marathon des gorges de l'Ardèche en canoë-kayak et puis bien évidemment l'Ardéchoise qui est une grande course de cyclotourisme. Et pourquoi elle n'a pas continué ce challenge là? Pourquoi? Bah, après, la région a mis ses actions sur d'autres choses et à l'arrivée de Vauquier, ils sont plus partis dans le culturel plutôt que le sportif. Ah, bah oui, maintenant on a des sportifs cultivés. Bon, bah écoute, c'est sympa de pouvoir d'avoir pu présenter ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne avec le directeur de l'Office du tourisme et puis le directeur du domaine pour qu'on continue sur la lancée de la présentation d'Arèche-Beaufort et puis on revient sur notre débat derrière. Allez, je vous envoie ça et puis on revient tout de suite. Avec Nicolas Bernardi, directeur de l'Office du tourisme. Nicolas, pourquoi cette petite station d'Arèche-Beaufort a d'aussi bonnes appréciations? En fait, il y a une vraie tradition d'accueil ici à Arèche-Beaufort. Ça fait 130 ans qu'on accueille des touristes maintenant, avec l'apparition du premier hôtel sur Arèche en 1896. Donc, en fait, c'est une vraie tradition d'accueil qui existe sur le territoire. Des fois, on nous dit qu'on est une haute terre d'accueil, et c'est vrai que ça fait partie vraiment de l'ADN des Aréchois et des Beaufortins d'accueillir les gens qui viennent en vacances chez nous. On a à cœur de bien les accueillir avec le souci de leur faire passer des vacances de qualité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez inscrit dans l'ADN des Beaufortins. Donc à partir de là, quand on a des bonnes appréciations et que les gens sont fidèles et reviennent régulièrement en disant on a trouvé ici ce qu'on cherchait quand on vient en vacances, et ben nous, on est tout heureux de le savoir, et du coup, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc, on essaye de préserver cet esprit-là et de faire en sorte que tout se passe bien quand ils viennent en vacances.
Alors, nous sommes à la veille des JO nous sommes à la veille des JO de Milan. Et qu'est-ce que les Jeux d'Albertville, qui remontent déjà à 92, tout près d'ici, vous ont apporté? Et qu'est-ce que des Jeux en France en 2030 peuvent vous apporter? Alors les JO en 92, pour nous à Arèche-Beaufort, on les a vus, ils sont passés juste à côté, hein, le site de ski nordique était au Cési, mais quand même ça a apporté une sacrée ambiance et une belle période de fête sur le territoire. Forcément aussi, ça a apporté des infrastructures qui ont permis de désenclaver un peu le Beaufortain et ça a permis de faire grandir un peu l'image du site des Saisies et du Beaufortain. Et puis nous, sur Arèche-Beaufort, ça permet aussi, quand on a des événements comme ça qui se déroulent, des événements internationaux, ça permet aussi de mettre en valeur toutes les bonnes valeurs du sport. Et depuis, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de sportifs qui ont compté dans la vie sportive du territoire. Justement, Nicolas, j'ai vu qu'il y a une piste qui s'appelle Marie Bochet pour l'handiski. Hein. Nous, on traite souvent de l'handisport sur Ice Radio et on connaît très bien Marie avec Philippe Candeloro. Donc, je suppose que c'est une fierté d'avoir une championne qui a autant de médailles. Qui a autant de médailles et puis autant d'aura. Hein. Marie, pour nous, c'est quand même une championne. Multi-championne paralympique et du coup pour nous c'est quelqu'un qui compte vraiment beaucoup, qui représente le territoire d'une manière très appuyée. Elle est fière de son territoire, elle est fière de porter cet ADN là et elle porte aussi toutes ces valeurs du sport. Mais on pourrait aussi citer dans l'esprit olympique Delphine Perretto et Arnaud Beauvolin qui ont aussi porté haut les couleurs d'Arèche-Beaufort pendant les Jeux Olympiques. Et tout ça donne une vraie image sportive à notre village et à notre station. Est-ce que vous pensez un jour avoir une patinoire ici? Je sais qu'il y en a eu une petite ou pas. Oui, il y a eu des essais qui sont faits, mais en fait, on n'a pas une population touristique suffisamment développée pour avoir un modèle pérenne en termes de patinoire. Et puis, on a une patinoire olympique à 30 minutes de route à Albertville et elle est reconnue pour sa qualité. Donc en fait, venir confronter une petite patinoire sur Arèche ou sur Beaufort par rapport à une patinoire olympique à proximité, ça n'aurait pas trop de sens économique. Donc en fait, on a d'autres valeurs et d'autres atouts à mettre en avant. Puis d'autres sports, hein, on a un domaine skiable avec du beau ski alpin, on est la mecque du ski de randonnée, donc on préfère miser sur ces atouts-là plutôt que d'aller mettre des investissements sur des pratiques qui sont très bien dotées à proximité de chez nous. Alors on a aussi avec nous le directeur du domaine skiable, on va lui poser une petite question. Dites-moi, il y a des problèmes d'enneigement un petit peu partout dans les stations et ici, on a l'impression que la neige, elle tient comme par miracle. Pourquoi ? Il faut bien une exception à la règle et l'exception, c'est Arèche-Beaufort. C'est vrai qu'il y a un microclimat. On a des meilleurs enneigements par les balises Météo France des Alpes du Nord à notre altitude et une orientation très nord. Donc ça voit peu le soleil en début de saison. Et on conserve particulièrement bien la neige à Arèche. Le domaine étant d'ailleurs jusqu'à 2300 mètres d'altitude, donc il y a quand même de quoi faire. La fermeture est prévue quand ? Le lundi de Pâques, le 6 avril. Bien, c'est reçu, 5 sur 5, et on vous souhaite une très bonne saison, notamment les vacances scolaires qui arrivent, et je suppose que vous allez faire le plein. Nous l'espérons et les réservations annoncées sont plutôt bonnes. C'est vrai que c'est une vraie tradition de venir passer des vacances au ski en famille et donc les vacances scolaires du mois de février sont traditionnellement bien remplies. Voilà, c'était la station d'Arèche-Beaufort dans le Beaufortain et bien bientôt pour du ski. Pour du ski ou du patinage, parce que c'est vrai que c'est dommage qu'on les ait pas eu en direct, nos amis là d'Arèche-Beaufort, parce que ce qu'on aurait pu faire, Mr. Y, c'est que en fait sur une station comme ça, c'est vrai qu'a priori ils ont un milieu naturel qui permet de conserver mieux la neige que dans d'autres stations, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc mettre une patinoire arrosée à l'état naturel s'il fait 0 degré,
Il n'y a pas besoin de monter une infrastructure qui coûte beaucoup d'argent. Hein. C'est un petit peu comme tu mets 3-4 bastins sur un 15 mètres par 10 et puis tu as une patinoire naturelle hein, qui peut peut-être durer que quelques semaines. Mais au moins, s'il fait frais et que c'est un peu à l'abri du soleil, je vois pas pourquoi ça pourrait pas exister avec un moindre coût. Non ? Faudrait poser la question à Philippe Aubertin. Je sais en tout cas qu'il y a eu une patinoire artificielle pendant un moment. C'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas si elle venait d'ailleurs de Synerglace ou pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé du tout de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même une petite station. Hein, donc. Non mais je comprends que ça sert à rien de monter une vraie patinoire alors qu'il y en a une à 30 minutes de là, celle d'Albertville. Mais de toute façon, toutes les stations de ski aujourd'hui se posent vraiment la question, en cas de manque d'enneigement, de pouvoir aussi occuper le terrain, occuper l'esprit et faire bouger les gens malgré tout. Donc c'est vrai que le patinage en montagne restera, je pense, une attractivité importante à développer dans les années à venir. Absolument. Bon, on va peut-être parler de l'actu de la semaine, parce que voilà, les actus, c'est un petit peu les actus de la Fédé, c'est les actus surtout de Alpes 2030. Cette année, cette semaine, je l'indique comme l'actu de la semaine. iceradio.com. L'actu de la semaine. Bon, il se passe beaucoup de choses sur Alpes 2030, les garçons. Là, j'ai vu, il y a pas mal de choses. Donc, il y a un appel d'offres qui a été lancé pour l'aménagement du site de Montgenèvre. Ça, c'est, je crois, Xavier qui peut peut-être nous en parler. Je ne sais pas s'il a toutes les infos de ce côté-là. Xavier ? Moi, j'ai tout ce qu'il faut, tout à fait. En fait, le projet prévoit le remplacement du télésiège du Prairial par un système plus performant en termes de vitesse et de capacité, pour se mettre en conformité aux standards olympiques et surtout l'aménagement des pistes pour les Jeux et puis permettre de continuer d'hériter de ce joli terrain de jeu. Alors l'objectif vraiment, c'est de pérenniser tout simplement l'attractivité de Montgenèvre en modernisant ses installations dans une logique de performance, de durabilité, de réduction des impacts environnementaux, tout en sécurisant, en fluidifiant les flux des skieurs sur le domaine skiable. Donc c'est un projet très très intéressant pour cette station qui bénéficierait d'un joli coup de pouce de l'organisation des Jeux sur son domaine skiable. On le rappelle, normalement, donc ce site accueillerait les épreuves du halfpipe, du snowboard, du cross, du ski cross et du slalom géant parallèle et du slopestyle. Le slopestyle, ça m'a toujours fait rire ce nom slopestyle parce que moi, quand tu sais, tu sautes dans ton slope et j'arrive. Donc ça en dit que c'est quoi ? C'est une compétition du mec qui saute le plus rapidement possible dans son slip. C'est une compétition olympique maintenant. Oui, tu vois. Je sais pas si les jeunes qui nous écoutent, vous pouvez regarder un film qui s'appelle Et la tendresse bordel. Et là, vous comprendrez pourquoi cette discipline de savoir sauter à pieds joints dans son slip était reconnue peut-être pas d'une utilité publique, mais en tous les cas d'une utilité de rapidité pour aller vite à l'école quand le réveil n'avait pas sonné. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info concernant tiens, il y a des nouvelles sélections. J'ai vu qu'il y avait aussi une démission qui était déjà apparue déjà la semaine dernière. Mr. Y peut-être ou Titi, non? Mr. Y, il est fit. Après Anne Murac, directrice des opérations, c'est le départ d'Arthur Richer de la communication. Ça commence à faire beaucoup quand même pour 2030, ça la fout un petit peu mal. Donc, comme tu l'as dit en ouverture de cette émission, la ministre commence à rassembler du monde parce que faudrait que, du côté de Edgar, qu'il puisse garder quand même toute son équipe et son potentiel. En tout cas, une partie parce que la route est longue encore, il reste encore 4 ans. si déjà dès le départ, il y en a qui prennent la fuite, puis en plus, bon, c'est vrai, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que on sait pas si finalement en 2027, Madame Ferrari sera conservée à son poste, qui m'étonnerait quand il y a un changement de gouvernement en général. Tout le monde change et c'est vrai que elle a raison de s'en occuper Madame Ferrari de cette préoccupation de l'organisation des Jeux de 2030 parce que il faut pas traîner. Il faut pas traîner, sachant qu'évidemment avec le changement de gouvernement en 2027, on sait pas à quelle sauce le sport va être dégusté. Oui, il va déguster peut-être. Donc voilà, c'était une info importante parce que ça fait quand même deux démissions importantes autour de l'exécutif
d'Edgar Gros-Piron. Donc je sais pas si un jour on pourra peut-être l'avoir. Là, il va être très occupé avec son départ aux Jeux Olympiques de Milan. Je pense qu'il y a une bonne partie de tout l'ensemble de 2030 qui va aller faire un petit tour du côté de Milan Cortina, parce que il y a des exemples à suivre et des exemples peut-être à pas suivre, n'est-ce pas? Et à quoi vont servir ces Jeux Olympiques de 2030? Je te pose la question, Mr. White, parce que comme tu te parlais d'Arèche Beaufort, il a dit tout à l'heure, ça a permis de désengorger en fait la région du Beaufortin. Est-ce que nous aujourd'hui sur 2030, est-ce que ça va faciliter l'accès aux pistes des Alpes du Sud, selon vous? Je pense qu'il y aura forcément des retombées positives parce qu'il y aura des gros travaux d'aménagement qui seront faits, donc ce sera intéressant pour les années à venir. Mais c'est surtout d'avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que seront plutôt les domaines skiables dans 20 ou 30 ans. Et c'est vraiment aujourd'hui de prendre le bon virage pour évoluer dans le bon sens et pouvoir proposer d'ici 20-30 ans une offre sportive, commerciale, touristique qui soit en adéquation avec les exigences de la météo et les exigences politiques au niveau des réductions mais parfois, moi, de l'usage des calories. Mais parfois, j'ai l'impression que quand on a des Jeux Olympiques, c'est pas forcément l'attrait du sport qui est dominant, c'est plus comment on va aménager les routes, comment on va faire attention évidemment à l'écologie, parce que là sur 2030 c'est un sujet très 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 délicat. Et qu'est-ce qu'on va laisser au niveau des infrastructures pérennes, puisqu'on va essayer d'en construire le moins possible pour justement ne pas abîmer la nature. Mais du coup, qu'est-ce qui va nous rester derrière les Jeux, à part des belles routes pour atteindre les stations? Peut-être de belles patinoires et de belles halles de curling. Ah bah ça, j'aimerais bien que justement dans le programme de la Solidéo, de la patinoire de Nice à 138 millions qui se terminera certainement à 180 voire 200, qu'on puisse peut-être quand même y songer à laisser une halle de curling digne de ce nom, puisqu'en France, je vous rappelle qu'on n'en a toujours pas. Et puis il y a le fameux dossier. Et là, ça va être très intéressant dans les prochaines semaines qui suivent, puisqu'on a les élections municipales en mars, savoir qui va prendre ou garder sa place sur la commune de Nice. Tout à fait. Puisque je crois savoir que Monsieur, c'est un dossier très important, mais au-delà de Nice et des patinoires, parce que là, moi, je suis pas sûr que pour l'instant on voit vraiment la réalité du projet et surtout un accord entre tous. Donc, ça retarde d'autant la création et la construction au moins d'une patinoire. Et en plus, j'ai vu que au niveau football, faut pas oublier que Jean-Pierre Rivière est revenu président de Nice, d'OGC Nice, qui sera le numéro 1. Il s'est retiré de la liste de Monsieur Ciotti, mais il en sera son numéro 1 quoi qu'il arrive. Sa femme, sa compagne vient même de se rajouter sur la liste. Et il est clair que le stade de Nice ne fera peut-être pas, en tout cas suivant les résultats des élections, c'est pas sûr du tout que le président de Nice laisse ce stade de football pendant 6 mois à du hockey sur glace. C'est déjà une première chose. Je crois savoir que de petites discussions de couloir qu'effectivement Ciotti ne souhaite pas forcément conserver ce projet de la patinoire de l'Alliance Riviera, qui doit être d'ailleurs couvert pour accueillir ces Jeux Olympiques 2030, pour accueillir le hockey sur glace féminin et masculin, où il y aurait 2 patinoires éphémères qui seraient posées sur ce grand terrain de foot, parce qu'effectivement c'est une infrastructure à ne pas construire avec les gradins qui sont déjà en place. Mais effectivement, en fonction du choix du maire de Nice prochainement, ça risque de remettre pas mal en question beaucoup de dossiers, beaucoup de sujets sur Alpes 2030. Ce qui est inquiétant, moi je trouve, vu de l'extérieur, là on dit beaucoup que Cyril Linette, que je connais un petit peu différemment puisqu'il était à Canal, qu'il a été journaliste commentateur, quitterait lui aussi le COJO, parce que pour l'instant le divorce est un peu consommé avec une partie du personnel, et on sent très bien qu'il y a un divorce complet entre les gens des Alpes, les Alpins on va dire, et les Parisiens. Et ça c'est pas bon, parce qu'au moins à Paris, au niveau des Jeux d'été, il y avait quand même une alchimie, il y avait quand même tout le monde était derrière les Jeux. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, mais je pense que déjà, si on veut faire un petit parallèle à Paris 2024, c'est que Tony Estanguet était très très soutenu par l'État, par le ministère des Sports, et c'était plus concentré Paris.
Là, avec les deux régions qui quand même continuent de se tirer un petit peu la bourre pour savoir qui va accueillir telle et telle épreuve, notamment au ski. Nous, les sports de glace, finalement, on se pose pas trop la question, sauf que on veut tout concentrer sur la ville de Nice et un petit peu moins dans les stations de ski, alors qu'on a aussi de très belles patinoires du côté du côté des Alpes. Hein. Donc, on aurait peut-être pu, enfin les Alpes à grande échelle, les Alpes du Nord, quoi. Bon, je vois que Bon dossier. Hein. Quand on voit les problèmes de Milan, voire de Cortina, en tout cas sur certains sites où il y aura du ski, ça va être juste limite. Quand on voit déjà les problèmes, alors qu'il y avait quand même fusion autour du projet, qu'il est un peu moins éclaté, c'est quand même inquiétant. Même si on est à 4 ans, voilà. Je sais pas. Après, je sais pas ce qu'il est ressorti des rendez-vous hier au ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors on essaiera d'aller se renseigner pour savoir qui s'est fait taper sur les doigts ou se faire tirer les oreilles. On va retrouver Edgar Gros-Piron avec des oreilles de Jumbo, ça va être assez drôle. Bon, on va peut-être passer au point hockey avant de pouvoir. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur les Jeux Olympiques, puisque là il y a une nouvelle sélection pour les Jeux Olympiques qui a été annoncée du côté du bobsleigh, du short track. On a dit qu'on vous en parlerait. On aura d'ailleurs du ski aussi. Il y a eu un quota de plus pour le ski. Ah, bah ça c'est bien, ça tu nous en parleras, parce qu'effectivement moi je me suis concentré plus sur les sports de glace que les sports de neige, mais en tous les cas voilà, on aura donc tout à l'heure Boris Darley de la présidence de la fédération de vitesse en roller, mais qui aujourd'hui intègre le patinage longue piste au sein de sa structure. Oui, Mr. Y. Il y a aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a 2 non-sélections qui font un petit peu du bruit pour les JO de Milan là en ski alpin. Mais comme ça va être le point hockey, je voudrais savoir si Titi, tu as vu passer cette information dans les Pyrénées-Orientales, je crois, une intoxication par une surfaceuse lors de 3 matchs de hockey. La machine a un petit peu trop chauffé et il y a eu une intoxication, donc dioxyde d'azote, je crois. Et donc ça s'est passé où ? Ça s'est passé où dans les Pyrénées ? Dans les Pyrénées-Orientales, c'est à Puy. Attends, je vais te dire ça exactement. Puy-Cerda. Ah, Puy-Cerda chez les Catalans. C'est pas chez nous, ça va. Non, il faut pas trop ébruiter cette histoire, sinon on va nous faire remplacer toutes les machines à glace d'anciennes générations de nos patinoires. Déjà que ça coûte assez cher, donc faut pas trop en parler. Mais bon, effectivement, on va effleurer pour savoir exactement ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise ailleurs. Allez, je vais lancer T'aimes bien les machines, toi. Oui, mais maintenant, en plus, ils ont fait des progrès quand même énormes. Si c'était une vieille machine, c'est sûr que ça devient compliqué. Je lance le petit jingle du point hockey et je laisse la main à Titi et Xavier. iceradio.com. Le point hockey sur glace. The point of hockey on ice. Let's go, guys. Alors, on attaque avec notre feuilleton NHL et une belle frayeur pour Alex Texier, surtout en vue des JO. Ouais, enfin c'est la presse canadienne qui nous a inquiété un petit peu au lendemain de notre émission de mardi dernier, de notre direct de mardi dernier. On sait que la NHL, notamment au Canada, est bien sûr très suivie. Chaque action, chaque événement est scruté à la loupe. Tout le monde en parle. Et les nouvelles étaient très pessimistes après l'annonce de la blessure d'Alexandre Tessier. Alors on dit blessure au bas du corps en hockey sur glace. Peu importe le continent et peu importe les championnats. On ne précise jamais la nature exacte d'une blessure. Soit c'est blessure du bas du corps, soit c'est blessure du haut du corps. Après, débrouillez-vous avec ça. A priori, beaucoup d'inquiétudes. J'ai même lu que c'était très sérieux au point de remettre en question justement sa venue avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Le flou a même duré quelques jours jusqu'à l'annonce par les Canadiens de Montréal, son nouveau club, du retour à l'entraînement de la coqueluche française, un peu comme ça qu'on peut le résumer dans notre feuilleton. Le Français a même rejoué dans la nuit de dimanche à lundi sur la première ligne. Bon, défaite des Canadiens de Montréal 4-3 à Boston. Une bonne note, il a eu 7 sur 10, bonne note pour le Grenoblois. Les critiques en revanche ont été terribles pour le gardien canadien Montembeault, qui a encaissé 2 buts en 12 secondes sur des tirs lointains qui ont scellé la défaite. C'est embêtant au niveau du classement pour les Canadiens, puisque Alexandre Tessier, les siens, reculent à la 6e place. On sait que les 8 premiers, on parle de la poule Est, les 8 premiers
iront en play-off, mais la saison est un vrai marathon au Canada. Il reste 5 matchs avant les JO et 30 au total d'ici mi-avril. Donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Il y a de l'eau à couler sous les ponts. Cette nuit, Alexandre Tessier et les Canadiens de Montréal sont au Centre Bell chez eux et reçoivent Las Vegas. Alors, petit tour du côté de la Synerglace Ligue Magnus avec Rouen toujours en tête à l'Accor Arena et Briançon qui est la sensation du championnat. Ouais, alors la Synerglace Ligue Magnus, c'était 10 matchs encore entre nos deux émissions, donc on dit 10 matchs cette semaine. Le tout éparpillé sur 4 jours. Alors, il faut suivre. L'événement, c'est bien sûr la double victoire de Briançon, qui était dernier, on le rappelle, l'an passé, mais qui est finalement resté en Magnus. Briançon qui vient de battre par 2 fois Rouen, 2-1 au tir au but en Normandie, c'était vendredi, et 2-0 dimanche en match en retard à Briançon. Les Diables Rouges quasiment qualifiés pour les playoffs, c'est la surprise depuis quelques semaines, mais on le répétait tous les mardis soirs. Surprenant coup d'arrêt pour les Dragons qui avaient sans doute un petit peu la tête à cette fameuse finale de la Coupe de France dimanche prochain sur l'Accor Arena. Grenoble, son adversaire, a facilement battu un Gap qui s'enfonce à la dernière place, battu à Gap 7-3. Les Gapençais ont surtout perdu cette semaine le match de la peur, mardi face à Cergy, avant-dernier, défaite 5-4 après prolongation. Autre équipe de retour au premier plan, Angers, après sa désillusion, déception en Coupe de France. 2 victoires cette semaine, 4-2 à Marseille, 5-3 devant Nice. Ça va mieux pour les Ducs d'Anjou, un championnat toujours aussi serré, on le voit. En tout cas, au niveau des matchs, un petit peu moins au niveau du classement. Sur 10 matchs, on note 5 victoires à la maison, 5 victoires, comme on dit en Canada, sur la route, 1 en prolongation, 3 au tir au but. Au classement, Grenoble est donc désormais leader, mais avec 2 matchs en plus devant le duo ex-aequo Angers-Rouen. Bordeaux est premier à la 4e place. Marseille, Nice, Briançon et sans doute Amiens feront peut-être dans cet ordre les playoffs, c'est-à-dire les quarts de finale face aux 4 premiers. Chamonix, Anglette, Cergy et Gap sont presque promis au Plénand. Gap a ce soir 5 points de retard sur Cergy, et puis Anglette reste sur 5 défaites consécutives. Un peu dur pour les hommes entraînés par Stéphane Barin. Ce soir, on joue 2 affiches, Grenoble, Bordeaux, Marseille, Rouen. Un derby très chaud pour la 6e place. Briançon reçoit Chamonix. À noter Nice, Anglette, Cergy, Angers et un certain Amiens Gap où je serai dans quelques minutes. Vendredi prochain, 4 matchs. Rouen est à 48 heures de la finale de la Coupe de France. Joue chez lui alors que Grenoble sera au repos, ce qui est quand même un petit peu bizarre. À noter que la journée de vendredi et surtout celle du 6 février seront, donc c'est la dernière avant les JO, les journées 37 et 38 seront dédiées, vous en rappelez, on en avait beaucoup parlé, à l'association Fair Play for Planet qui mobilise les clubs autour du tri des déchets, de la récolte de matériel sportif. Alors, on passe par une petite anecdote déjà entendue sur Ice Radio avec 2 journées en partenariat. Oui, c'est 2 journées, voilà, c'est ce que je disais, c'est les 2 journées 37-38. On en avait longuement parlé et c'est une bonne chose, donc avec de gros efforts des clubs pour ce qui est l'association Fair Play for Planet. Alors, du côté des transferts, 2 énormes surprises à Bordeaux et Amiens. Encore plus énorme que je n'avais pu en parler avec toi hier. 2 transferts inattendus. La première info, c'est le retour chez lui de Jules Bosc. On en a souvent parlé le mardi soir quand on faisait le tour des Bleus en Europe, puisque le défenseur tricolore qui sera au JO a joué de 2021 à 2023 avec son club de cœur. C'est Bordeaux, avant de porter le maillot chandail aux USA. Et depuis septembre, vous vous en souvenez, il était en Finlande dans le club d'Amelinen. Il jouait beaucoup moins d'ailleurs depuis décembre, on l'avait noté. C'est ce qui l'a poussé à revenir en prêt pendant 4 mois à Mériadec, donc à Bordeaux, pour retrouver du temps de jeu important avant les JO. C'est un renfort de poids pour le 4e de Synerglace. La surprise, c'est l'annonce mercredi du divorce entre les Gothiques d'Amiens, décidément, ça grince en ce début d'année. Et Rudy Matima, lui aussi en équipe de France, écarté de l'équipe première et qui s'interrogeait sur la suite à donner à sa carrière. Finalement, on nous a annoncé qu'un accord commun avait été trouvé. C'est quand même le 5e joueur à quitter Amiens. Et je viens d'apprendre tout à l'heure que Rudy Matima va renforcer les brûleurs de loup de Grenoble.
Alors, en D1 et en D2, il ne fait pas bon être leader en ce moment. Et non, c'était la J22 en D1. Le leader Cholet reste leader, mais a perdu ce week-end. Défaite 2-1 à Épinal avec un très bon Loïc Finet dans les buts. Gardien arrivé en octobre et qui a joué il y a de cela une saison avec les Ours de Villard-de-Lans. De Villard-de-Lans, tout à fait. Xavier. Neuilly-sur-Marne a perdu aussi à Morzine. Tours a gagné le match au sommet contre Caen 4-1. Le Hockey Club, le HCMP, lui a gagné le match de la peur, puisque c'était les deux derniers à Nantes, 3-2 après les tirs au but. Autre tir au but avec Strasbourg, 7-6 à Lyon. Dunkerque semble retrouver un second souffle puisqu'ils ont battu après prolongation seulement Villard-de-Lans 3-2. Cholet, Caen, Strasbourg, Neuilly, Tours. Strasbourg qui reste sur 4 victoires consécutives. Voilà le 5 majeur. 2 des 3 clubs, à savoir Caen et Tours, qui sont candidats par dossier, s'ils sont champions, à une montée en Senior Glass League Magnus. Épinal et Dunkerque, 2 des favoris, des grands favoris sont pour l'instant 7 et 8e. Villars est 14e, c'est pour Xavier. Meudon, 16e et bon dernier. En D2, week-end de folie puisque les 2 leaders sont tombés. En poule A, La Roche-sur-Yon perd en Vendée 2-1 contre les Français volants. En poule B, première défaite de la saison après 15 matchs pour Montpellier, battu chez lui, qui plus est, par Mulhouse, le promu. Ça profite à Brest, vainqueur à Ivry 7-3, et à Valence, le club qui marque le plus de buts, encore une victoire 8-2 contre, désolé Xavier, Clermont-Ferrand. On va croire que Xavier porte pas bonheur à ses hockeyeurs, que ce soit à Villars ou à Clermont. Et ça chambre, hein. Ça chambre chez vous, hein. Ça chambre entre vous les garçons là. Hein. Ah bah c'est le hockey, hein, monsieur. En Poula, Brest, nouveau leader devant La Roche et un bon petit duo dont on parle pas beaucoup. Orléans, Châlons-en-Champagne. En poule B, Montpellier reste leader, mais n'a plus que 4 points d'avance sur Valence. Et puis un petit mot féminin, j'y tiens, en élite. Victoire d'Evry-Viry 10-0 contre son voisin Cergy. Amiens, Chambéry à Marseille, Toulouse devant Grenoble, Amiens devant Tours, c'est un exploit, ont gagné ce week-end. Évry écrase la poule A. Toulouse, Chambéry, Grenoble sont ex-aequo avec 15 points. En poule B, vous savez tout des championnats de France. À 16 jours du début du tournoi olympique, comment vont nos Bleus à l'étranger ? Alors j'ai fait un baromètre, plus que des résultats. J'essaye de voir un peu les Bleus hommes en forme. On est à 10 jours du début du tournoi. Stéphane Dacosta en Russie va bien. 1 but, 2 assistances. Il en est à 36 points en 38 matchs. Il a été élu, ça se fait là-bas, élu attaquant de la semaine en Russie, en KHL. Il a joué hier, victoire 4-2, ça fait 5 victoires en 6 matchs pour son club d'Ekaterinbourg. Le magicien, comme on l'appelle là-bas, est en forme. En Finlande, Louis Baudon a marqué, son premier but en Finlande, juste derrière son copain Justin Adamo. Les 2 Français sont au top. On rappelle que Louis Baudon vient d'arriver en Finlande, il a quitté les USA. En forme aussi le défenseur français, je vais pas dire le vieux, mais un des anciens. Hugo Gallet, le défenseur tricolore, a été décisif avec son club de Kalpa. Alors, des nouvelles de Dylan Fabre pour nos auditrices et auditeurs. Absent depuis 19 matchs, on le rappelle, blessé en haut du corps, mais ça, la blessure, je la connais, c'était à la main. Fracture sans doute de la main d'ailleurs, ou du poignet. Eh bien, il vient quand même de jouer 2 fois, avec 2 victoires à la clé avec son club d'Assat. C'est rassurant en vue des Jeux Olympiques parce que Dylan Fabre est un buteur hors pair. En Suisse, Florian Doué avec Lausanne vient de passer les 500 matchs en Ligue nationale suisse, c'est énorme. Enzo Guébet, le défenseur français, joue 18 minutes en moyenne avec le leader Davos, qui vient encore de faire 2 victoires consécutives. Ils en sont à 29 au total. Martin Écart, qui sera le numéro 3 français devant le filet, vient de jouer son 3e match en 2026 en National League suisse. On rappelle qu'il a 20 ans, c'est quand même super top pour lui. Il est rentré à mi-match ce week-end, 18 arrêts sur 19 tirs. En revanche, inquiétude pour l'autre gardien français. Vous savez qu'on avait parlé d'Antoine Keller, qui avait quitté lui aussi les USA, qui était arrivé en Suisse pour avoir du temps de jeu. Il n'a plus joué depuis 12 matchs avec son club d'Ajoie.
qui est condamné à la dernière place et qui jouera les play-downs. Idem pour notre ex-star de Nashel, Pierre-Édouard Bellemare. On rappelle qu'il a quand même 40 ans, mais que c'est un des piliers d'équipe de France. Ça fait 9 matchs qu'il n'a pas joué. Quant à Kevin Bozon, toujours avec Ajoie, il n'a pas joué les 3 derniers matchs. C'est quand même embêtant au niveau de mon baromètre. Rassurant en revanche, Jordan Perret, qui est en République tchèque, a disputé 3 matchs cette semaine, 3 victoires avec une assistance. Le 3e gardien français, Julian Jonka. Alors, 3e au niveau du nom, parce que les 3, je laisse le 1, 2, 3 à l'entraîneur de l'équipe de France, Yorick Trey. Le gardien français, Julian Junka, vient de jouer et de perdre 2 matchs en Slovaquie avec son club de Trenčín, qui est en pleine déconfiture. Et puis le défenseur, Johan Ovitu, vient de perdre en Autriche, mais 2 assistances, il en est à 11 points en 13 matchs. À une semaine d'Italie-France, les féminines brillent à l'étranger et c'est très rassurant. Ouais, c'est le baromètre est meilleur. On va dire que le baromètre des hommes est à mi-chemin entre le 0 et le 10. Du côté des filles, on est plutôt dans le 8,5 sur 10, avec notamment Marie-Pierre Pélissou qui a disputé la finale et le Final Four de la Coupe de Suisse. Victoire justement en demi-finale 5-1 contre Langenthal avec 1 but et une assistance pour Marie-Pierre Pélissou, qui est titulaire en équipe de France sur la première ligne. Défaite 4-0 en revanche contre Zouk en finale. Zouk qui est aussi le leader du championnat. Et Lisa Sedel a joué avec Langenthal, c'est ce Final Four de la Coupe de Suisse. Elle a marqué 2 buts. C'est bien parce que c'est une jeune joueuse qui devrait amener beaucoup à l'équipe de France. Laure Baudry, la capitaine des Bleus, 2 victoires, 1 but, 3 assistances. Léa Villot, 3 assistances avec le club d'Ingolstadt en Allemagne. C'est rassurant pour les buteuses des Bleus. Margot Huot-Marchand en Suède a gagné 6-0 contre les 5e. Elle en est à 16 points, top meilleure chez les pointeuses. Et puis aux USA, Manolo Skodan va bien, elle a encore marqué 2 buts. Elle en est à 15 assistantes. Et Anaïs Penn-Desjinval vient de dépasser les 20 points. Je suis rassuré côté offensif du côté de l'équipe de France féminine. Et on termine avec un petit mot sur le para-hockey. Oui, alors je fais un petit rappel vite fait sur la finale de rêve. On en parlait avec Philippe quand même. Dimanche, entre donc le 1er et le 3e du championnat, si on s'arrête au classement, mais ce soir ça peut changer. On a donc 2 des 3 meilleures équipes de la Synerglace Ligue Magnus en finale de la Coupe de France. Grenoble, c'est la 4e année consécutive. 2 victoires sur les 4. Retour donc à Bercy, ou en tout cas à l'Accor Arena pour Rouen. Le match dimanche à 15h, coup d'envoi à 15h, match qui sera peut-être diffusé en direct sur Ice Radio, en tout cas qui sera diffusé en différé sur l'équipe, la chaîne L'équipe, à 16h30. D'ailleurs, et le para-hockey, effectivement. J'avais une petite question, Titi, un petit pronostic quand même pour cette Coupe de France. Si on regarde les résultats de ces derniers jours, ça peut être un baromètre. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis qu'ils avaient un peu les dragons, les casques déjà à la Coupe de France, mais ils vont encore jouer 2 matchs. C'est un peu étonnant de les voir jouer vendredi, pas Grenoble, mais bon, c'est comme ça. Les Grenoblois, ils arriveront vendredi, eux, sur la patinoire de l'Accor Arena. Si on regarde les résultats actuels, Grenoble plus fort que Rouen. Si on regarde le passé, Grenoble plus fort que Rouen. Si on regarde la Coupe d'Europe cette année, Grenoble a réussi un parcours historique. Donc, grand favori, Grenoble. Mais on s'est aperçu l'an dernier, face à Angers, que les brûleurs de loups s'étaient brûlés. Donc attention, parce que l'équipe de Rouen sait jouer ces matchs-là. Je pense que ce sera un match serré. Je ne serais pas étonné qu'on aille peut-être, pourquoi pas, au bout du bout, peut-être au tir au but. Ouais, puis je pense que Rouen est peut-être un peu plus en forme, un peu plus frais, en plus avec les dents un petit peu longues, indépendamment de pouvoir cracher du feu pour brûler peut-être les brûleurs de loups. Mais en tous les cas, je pense que ça va être un match très intéressant qu'on va forcément suivre en direct grâce aussi à tes interventions, Titi. Allez, le dernier mot sur le para-luge hockey. Oui, ouais, juste un petit mot de para-hockey parce que le candidat à la Fédération française des sports de glace parlait du sport avec handicap. Eh bien, le para-hockey en fait partie. Et l'équipe de France est en stage. Elle partira à Angers dès demain.
en stage jusqu'au 1er février. C'est le premier stage pour l'équipe de France en 2026 qui avait raté ses derniers championnats du monde l'an passé. David Lemettel, l'entraîneur, a donc du coup apporté un petit peu de sang neuf. Alors il y a des joueurs qui ont 50 ans, il y a 2 joueurs qui ont 50 ans, il y a des joueurs qui ont 20 ans. Voilà, il va falloir faire l'amalgame. Club le mieux représenté, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Cholet avec 3 joueurs, Tours, Marseille et Rennes ont 2 joueurs de sélectionnés. C'est vraiment un stage, il y a 3 gardiens et puis une quinzaine de joueurs. T'as dit qu'il se passait où ce stage ? À Angers. À Angers. Bon, très bien. Merci pour toutes ces infos qui concernaient le hockey sur glace. Et on se retrouve évidemment, parce que toi on va peut-être te libérer, Titi, histoire que tu prennes la route pour aller voir je reste un petit peu avec vous parce que j'aime bien discuter, échanger et écouter, mais tout à l'heure en fin d'émission, je partirai direction le Coliseum d'Amiens où Amiens est prié de battre Gap le dernier. Bon, oui, mais enfin, c'est peut-être que non, ça doit être facile ou pas ? C'est jamais facile. Tu bats pas le dernier, tu peux t'inquiéter quand même. Sur le papier, tout est facile. Il y a eu un coup de gueule cette semaine du président qui a mis un petit peu alors c'est pas son style, quelqu'un de très calme. Vous vous rappelez, on l'avait eu l'an dernier en interview lors du Amiens-Grenoble, je crois, de mémoire. Et il a mis un coup de pression dans le Courrier Picard cette semaine, le journal régional. Et je pense qu'il a mis la pression sur les joueurs, sur le staff, sur l'entraîneur. Et il l'a bien mis, donc je pense la preuve, il a mis tellement de pression qu'il a fait partir Rudy Matima du coup. Je connais pas trop l'histoire, j'en saurai peut-être un peu plus ce soir. Allez, renseigne-toi et tu nous donneras l'info. Tu nous donneras l'info dimanche si tu arrives à les récupérer. Bon, allez, on va laisser un petit peu le hockey sur glace de côté, sachant que évidemment l'actualité du hockey elle est tellement dense et tellement importante que ça prend quand même pas mal de temps sur l'émission. Et on va accueillir Gwendoline Daudet pour notre invité number one pour parler donc de patinage de vitesse. iceradio.com, l'invité number one du jour. Gwendoline Daudet, bonsoir. Est-ce qu'elle est avec nous ? Oui, ça va. Bon, désolé pour l'attente. On avait un bavard qui est notre ami Titi. Forcément, quand il parle de hockey sur glace, on a du mal à l'arrêter. Donc, écoute, on voulait t'avoir un petit peu avec nous sur l'antenne. Donc, patineuse de short track. Et on a appris que tu seras absente des Jeux Olympiques de Milan. Et on voulait avoir quelques explications de ta part. Voilà. Pardon, ça a coupé pile au moment, j'ai pas tout entendu. En fait, bon, je disais que on venait d'apprendre que tu n'allais pas participer aux Jeux Olympiques de Milan et on voulait avoir quelques explications du pourquoi, du comment. Est-ce que c'est physique, c'est une décision, les quotas n'ont pas, enfin les points n'ont pas été assez forts et on voulait justement que tu nous expliques un petit peu ton bilan à toi. Ouais, mon bilan à moi, il part beaucoup plus loin que cette année, entre guillemets. J'ai eu un gros pépin physique l'année dernière et je me suis fait opérer en mars dernier. L'opération devait être bénigne et je devais récupérer au bout d'un mois et demi et fut étant, enfin, ça s'est pas vraiment passé de cette façon-là et je pense que j'ai un peu couru après le temps et j'ai quand même cherché à essayer de raccrocher la sélection olympique, mais j'ai pas participé au tournoi de qualification olympique parce que j'étais en convalescence et le temps était trop court et voilà, du coup je dois rester aux abords de Milan. Alors sans trahir le secret médical, c'était quoi la blessure du coup ? Bon, il n'y a aucun problème. J'ai été diagnostiquée d'un syndrome des loges. C'est le genre de blessure qui est quand même assez compliqué à diagnostiquer. En short track, c'est jamais arrivé, donc Qu'est-ce que c'est le syndrome des loges alors du coup, parce qu'il y a peut-être des gens qui. Alors pour faire simple, c'est quand le muscle est beaucoup trop gros pour la loge dans laquelle il se trouve. D'accord. Et du coup, ça fait un peu comme de l'ischémie. Ouais. Et à terme, alors c'est chronique, donc c'est pas un syndrome des loges où effectivement ça nécrose d'un coup, mais ça fait des douleurs insupportables et je pouvais pas du tout patiner avec ça. Donc à quel niveau du corps ça arrivait ? Au tibia, loge antérieure. Tibia, ok. Et donc du coup, t'as essayé de rattraper le temps perdu et à chaque fois ça revenait, ça t'empêchait de pouvoir subvenir à tes entraînements ? Alors.
ça s'est fait de façon un peu différente dans la mesure où la douleur, elle, à proprement parler, elle avait disparu. Donc c'était plus de l'ordre d'un syndrome d'éloge, mais il faut savoir que il y a un avantage à retirer la pression, c'est qu'effectivement il n'y a plus cette congestion et ces douleurs et cette ischémie du muscle. Mais par contre, en termes de sensation, c'est tout nouveau, quoi. Je pensais pas que ça ferait autant de changements et je me suis retrouvée à devoir entamer une année de qualification olympique avec des sensations quand je patinais qui étaient complètement différentes de ce que j'avais eu auparavant. Et la pression que tu subissais, elle était plus perso ou aussi est-ce qu'il n'y avait pas non plus une pression supplémentaire de cette sélection olympique où la DTN en fait elle doit vous mettre un petit peu aussi la pression, ce qui est à la fois normal, mais peut-être que quand quelqu'un revient de blessure comme toi, est-ce que c'était pas peut-être un peu trop des deux côtés? Je pense que ça partait de moi essentiellement parce que forcément, on s'entraîne principalement pour ça. J'avais après Pékin, je m'étais relancé 4 ans. On est parti à Bormio. J'ai eu énormément de changements, tout pour arriver à cette échéance-là. Et moi, j'avais complètement fermé les yeux sur le fait que je pourrais pas y arriver parce que le timing était short. Et après, non, j'ai pas l'impression. Enfin, forcément, quand il y a une athlète qui pousse pour y arriver et pour pas lâcher, globalement. Quel âge tu as? Enfin, moi, on t'avait perdu un petit peu. Quel âge tu as, Gwendoline? Qui me suis mis un peu lâché à tout prix à pas passer à côté de cette qualification. On n'a pas une très très bonne connexion de ton côté. Je sais pas si tu as bougé. Elle est en Italie ou pas? Parce qu'elle s'entraîne à Bormio. À Bormio, Ouais. À Bormio dans la montagne. C'est pour ça, c'est un coup des Italiens encore, ils veulent pas qu'on te fasse parler. Donc quel âge? Je fais une petite parenthèse, elle a un super site Facebook qu'elle alimente avec beaucoup de photos. Il est très très chouette, vraiment son compte Facebook est très très chouette, bravo. C'est très sympa. Alors, je reviens à quel âge tu as? Est-ce que est-ce que tu as une perspective pour les JO de 2030 ou est-ce qu'on te récupère à la fédération pour peut-être formater le site Facebook de la fédération, puisqu'a priori tu es assez doué sur ce genre de gestion? Alors j'ai 27 ans, donc est-ce que je pourrais partir sur un nouveau cycle olympique? Probablement. Est-ce que je suis prête à le faire? Je sais pas aujourd'hui. Je pense que j'ai vécu une année quand même vraiment très très compliquée, parce que sans parler des pépins physiques, toute cette pression autour des Jeux, ça a découlé pas mal de pression psychologique et bref, ça a été une année vraiment très très difficile pour pas trop rentrer dans les détails. Donc là, je pense que j'ai surtout besoin de prendre le temps et on verra si jamais j'ai envie de me relancer pour les Alpes 2030 ou si effectivement si je me vois ailleurs. Et si tu avais fait les Jeux, ça aurait été dans quelle distance du coup? Du coup, tout dépendait du tournoi de qualification olympique qui était du coup l'année même, la saison des Jeux. En gros, c'est pendant cette période-là qu'on arrive à déterminer le nombre de quotas qu'on a. Alors là, nos Français qui vont être à Milan ont réussi à récupérer 2 quotas chez les hommes et il y a un relais féminin qui a été qualifié d'ailleurs. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. Donc ils sont si petits à suivre en février. Ok, mais et toi du coup, quelle est la distance que tu aurais préféré faire? Alors moi je suis pas une sprinteuse, je préfère les distances un peu plus longues. Donc si j'étais partie pour me qualifier pour Milan dans le meilleur des mondes, sans problématique, etc., ça serait plutôt pour courir le 1500 et particulièrement le 1000 mètres. D'accord, tu te sens plus à l'aise sur le 1000 mètres. Mais du coup, tout à l'heure, là, on va avoir Boris Darlet, là, président de la longue piste, puisque tu as l'air d'être plus proche des longues distances. Est-ce que ça serait peut-être à envisager un départ vers la longue piste? Question qui fâche. Elle est partie, Gwendoline, elle est partie. Bon, c'est les montagnes italiennes, ça. À Bormio, c'est vrai que j'y suis allé une fois, c'est vrai que t'es un peu dans une cuvette. Allô. On n'entend plus Gwendoline. Elle est plus là. Bon, de toute façon, ça va être la...
Oui, Gwendoline, on va être obligé de faire la petite coupure d'émission, mais on va te garder 3-4 minutes de plus si ça t'ennuie pas. Aucun problème. Ok. Bon, moi je vais faire la petite coupure pub et puis on va revenir avec Gwendoline avec plaisir, puisque en plus qu'on a perdu un petit peu de ce qu'elle était en train de nous dire, donc on va essayer de récupérer tout ça. Allez, c'est parti. Quelques instants, on se retrouve dans moins de 2 minutes. C'est parti. 18h, Candelo et les givrés. On revient dans un instant. Envie de se dépasser, de se ressourcer. Envie de retrouver son équipe, de faire le plein d'énergie. Envie de se défouler, de retrouver la forme, de remouiller le maillot. Envie de revivre des émotions. Envie de sport. Patience, Candeloro et les givrés revient très vite. Bureau Vallée ? Arrête, c'est super agaçant. Jalouse. Tiens, je t'ai pris un 4 couleurs chez Bureau Vallée. Oh, trop bien. Pour la rentrée, Bureau Vallée pulvérise les prix. Le stylo 4 couleurs Bic, pointe moyenne, origine France, est à seulement 89 centimes, au lieu de 1,19€, soit 25% d'économie. Jusqu'au 6 septembre chez Bureau Vallée, l'iconique Bic 4 couleurs à prix pulvérisé. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Vous venez de finir votre série préférée. Après 9 saisons, vous dites au revoir à Dan, Jessie, Sam et Roger. Ils vont laisser un vide dans votre cœur. Alors pour vous consoler, vous commandez votre plat préféré sur Deliveroo. Ça tombe bien, avec Amazon Prime, l'abonnement Deliveroo plus argent est offert. Et donc, les frais de livraison aussi. Au moins, ça laissera pas de vide dans votre estomac. Ah, voilà votre Deliveroo. Là, on est très bien. Abonnement Deliveroo plus argent avec Amazon Prime. Frais de livraison offerts et avantages soumis à conditions. Voir Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. iceradio.com. Bouygues Télécom, qu'est-ce qu'on a ? D'après l'enquête, on a une rentrée et une famille entière à connecter sans se ruiner. Sortez la B-Box rentrée. Fibre, Wi-Fi 6, c'est du solide. Roger. Non, moi c'est Karine. N'attendez plus pour une connexion au top pour toute la famille. La B-Box rentrée avec la fibre est à 26,99€ par mois et même après 1 an avec le pack Big de Bouygues Télécom. Et en plus, les frais de mise en service sont offerts. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à conditions et éligibilité. Prix client mobile 20 Go et plus, engagement 12 mois, frais de mise en service remboursés. Yes. Bah, qu'est-ce qu'elle a, maman ? Maman, elle est éligible. Hein ? Bah, éligible, quoi ? Oui, éligible. Être éligible au leasing électrique Citroën, c'est la possibilité de passer à l'électrique. Citroën IC3 à partir de 95€ par mois. Seulement, renseignez-vous vite sur citroën.fr. Éligible. Bravo. Citroën. IC3U, LLD 36 mois, 36 000 km, premier loyer de 0€ après déduction de l'aide au leasing électrique. Au quotidien, prenez les transports en commun. 18h-20h, Candeloro et les givrés. De retour pour cette deuxième partie de l'émission de Candeloro et les givrés, 18h-20h sur iceradio.com. Nous voilà de retour. Je sais pas si Gwendoline, est-ce que tu es avec nous? Si ça passe pas mal, ben on va peut-être te téléphoner, peut-être que la ligne téléphonique ira mieux. Et on va faire rentrer aussi Boris Darlet qui est déjà en attente dans le studio puisque c'était notre prochain invité. L'invité number 2. Déjà on va mettre l'invité number 2 parce que j'aime bien ces petites jingles que notre ami Fred nous a préparés, donc je le balance. Voilà. iceradio.com. L'invité number 2. Voilà, l'invité number 2 qui est ici avec nous. Bonsoir Boris. Est-ce qu'il est avec nous, Boris? Ce soir c'est soirée disco. Boris. On t'entend pas, Boris. Alors je vais essayer aussi je vais rappeler Gwendoline au téléphone, comme ça on aura peut-être une meilleure connexion. Et puis voilà, hop, je l'appelle. Allô, ici la valise. Je sais pas pourquoi je t'entends pas, Boris. La valise d'Ice Radio. Toujours aussi pleine. 3 patins, une tunique, une pancarte de juge. Un truc qu'on avait quand... Gwendoline, Allô ? est-ce que tu es de nouveau avec nous? Est-ce que tu nous entends bien? Ça devrait être mieux comme ça.
Voilà, c'est un petit peu, effectivement, c'est un petit peu mieux, au moins on n'aura peut-être pas les coupures. Donc je disais, est-ce que, puisqu'on a le président là, de la fédération de roller qui va être avec nous dans une minute ou l'autre, il va participer un peu avec nous à la conversation, puisque je te posais la question avant de la coupure. Est-ce que vu que tu fais les distances les plus longues du short track, est-ce que tu aurais une envie de partir vers la longue piste ? Alors, c'est quand même deux disciplines bien que sœurs qui ont des différences. Moi, je pense que ce qui m'attire vraiment, c'est dans la compétition, c'est l'idée d'un sport à concurrence directe. Et puis, très honnêtement, j'ai déjà essayé la longue piste. Je suis franchement pas très douée, donc je pense pas que je pourrais faire carrière là-dedans. Qu'est-ce qui est dur dans la longue piste ? C'est des techniques complètement différentes parce que nous on a des virages qui sont beaucoup plus serrés, donc c'est pas les mêmes appuis, pas les mêmes techniques de glisse. Je pense que c'est transférable, hein, très honnêtement, mais voilà, j'avoue j'ai pas assez essayé pour voir autre chose. Alors, je rappelle que sur la sélection des JO, on aura donc chez les femmes Eva Grenouillou, c'est ça que tu connais bien, Aurélie Lévesque. Ouais. Aurélie Lévesque, Bérénice Combi et Chloé Olivier pour les femmes. C'est des jeunes filles avec qui tu t'entraînes, j'imagine, depuis que vous êtes partis à Bormio tous ensemble. Est-ce que c'était un bon choix, ou alors vous n'avez peut-être pas eu le choix parce qu'il y avait le centre de Foromeux qui fermait pour travaux avec cette installation de balustrade Mad Max, comme je l'appelle. Du coup, est-ce que c'était une bonne chose, Bormio ? C'est vrai qu'on est un sport à concurrence directe et le fait d'avoir une équipe de ce niveau-là, enfin telle que l'Italie, avec laquelle on peut s'entraîner, ça améliore grandement les entraînements et par conséquent le niveau. C'est un peu l'idée et le principe de partir à Bormio. Après, moi je pense que j'ai beaucoup souffert du nombre de changements parce que bon, c'est quand même changer toutes des habitudes et une manière d'entraînement. Je pense que j'ai eu plus de mal à m'adapter que mes coéquipières et voilà. Après, l'isolement fait aussi, enfin il y a les avantages et les inconvénients justement d'être partie à Bormio. Je pense que j'ai plus pour le coup, moi j'ai pas eu la chance de bénéficier autant des avantages et j'ai peut-être plus pris le coup. Là par exemple avec une blessure, c'était plus compliqué de gérer la blessure que à côté d'un crêpe. Est-ce que vous utilisez les infrastructures des Italiens quand vous avez des blessures ? Est-ce que on vous met à disposition ? Est-ce que vous avez des médecins ? Est-ce que tu as eu l'encadrement nécessaire pour réparer ta blessure, et que ce soit psychologique ou que ce soit physique ? Alors j'ai eu, on a le médecin fédéral du coup qui nous accompagne, peu importe la localisation. Il y a tout un système qui a été mis en place avec les kinés fédéraux pour, en cas de pépin, d'avoir des possibilités de contact avec eux pour savoir ce qui pouvait être mis en place. On avait des kinés qui venaient assez fréquemment, je dirais de l'ordre d'une fois par mois pour des soins. Alors après, même avec l'équipe italienne, ils ont un fonctionnement un peu différent de ce qui se fait en France. Mais si jamais il y avait un gros pépin, on avait possibilité d'y avoir accès. Après, je pense que dans mon type de blessure, c'est pas ce qu'on pensait parce que j'ai fait toute une réhabilitation, je sais pas le mot, mais bref. Ouais, rééducation, merci, au CERF de Cap-Breton. On pensait que ce serait suffisant, preuve étant que ça ne l'a pas été, mais c'était compliqué à anticiper. Donc c'est peut-être sur ce niveau-là que d'avoir été en France aurait été peut-être un peu plus bénéfique, mais c'était imprévisible, on pouvait pas vraiment savoir, donc ça fait partie aussi des aléas de la blessure, j'ai envie de dire. Bon, tu vas regarder j'imagine que tu vas quand même regarder les copains et les copines à Milan. Est-ce que tu vas avoir la chance d'y aller, ou tu vas devoir regarder ça puisque tu es déjà en Italie, si tu es à Bormio? Est-ce que vous avez des avantages pour pouvoir assister à ces compétitions des JO? Alors non, je verrai pas le short track sur place. Après, bien sûr, je les soutiendrai parce que ils ont quand même bossé énormément pour cette qualif olympique et qui méritent leur place. Même si ça sera dur pour moi de voir tout ça de loin, très honnêtement. Non, la seule épreuve que je vais avoir l'occasion de voir, c'est le tournoi justement France-Italie du hockey féminin. Ah c'est bien déjà. Parce que il se passe quoi? Ça se passe pas loin? C'est à Milan. Ça... Et du coup c'était juste de par j'ai eu des places avec le CNOSF et du coup j'en ai profité d'être dans le coin, mais
Bon, c'est bien, il y a un CNESF qui vous chaperonne bien quand même. Ça va être quoi les grandes chances de médaille là pour le short track français? C'est lesquelles? Quelle distance et qui peut nous épater? Alors, si on se base sur le palmarès, il y a Quentin, bien évidemment, Quentin Fercoq, qui va être au jeu. La petite déception qu'on a chez les garçons, c'est qu'on n'aura pas de garçons sur le 500 mètres, qui est un peu quand même sa distance de prédilection. Mais on n'est pas à l'abri de voir autre chose sur une autre distance. Il est très capable d'aller chercher autre chose ailleurs. Et après, il y a aussi les épreuves par équipe qu'il faut pas enterrer. Il y a le relais mixte et le relais féminin qui part. Il y a quand même que 8 équipes qui ont le droit d'attraper un ticket pour Milan, et les filles font partie des 8. Donc tout peut arriver, très honnêtement. Bon, en tout cas, on va essayer de suivre ça de près. Peut-être, est-ce que ça t'intéresserait, puisqu'on est en train de préparer des émissions spéciales durant les Jeux Olympiques. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être de nous faire quelques petits commentaires en fonction des courses, à moins que ça remue un peu trop le couteau dans la plaie, ce que je pourrais comprendre. Mais en tous les cas, tu serais la bienvenue. Voilà. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Bon, écoute, j'ai ton numéro de téléphone, donc on se permettra de te relancer, mais en tout cas avec plaisir, parce que on trouve que tu t'exprimes très bien, et en même temps, on aura une spécialiste qui pourra peut-être décortiquer ce qui s'est passé pour l'équipe de France de short track. Ouais. Et une voix féminine en plus. En plus, on a besoin, parce que là, on n'a pas la parité. Du coup, on se fait laminer. On va se faire rattraper par le CSA. Bon, en tout cas, Gwendoline, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour ta franchise, transparence, et puis on va te souhaiter quand même déjà un bon rétablissement, parce que ça, c'est le plus important pour la santé. Et puis on espère évidemment te revoir pour la suite des Olympiades, sachant que y a France 2030, et je pense que ça doit cogiter dans ta tête pour savoir si tu rentres pour 4 ans ou pas. Bah oui, j'imagine. Bon, écoute, au plaisir d'échanger, même sur d'autres sujets d'ailleurs que le sport. Merci beaucoup en tout cas. Pas de problème, bon courage et prends soin de toi. Allez, on va accueillir Boris Darley qui est avec nous. Bonsoir Boris, est-ce que cette fois-ci ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, alléluia. Top. Bon. Tout fonctionne bien. Tout fonctionne très très bien. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Donc la longue piste qui est partie chez vous. Est-ce que on s'est déjà parlé, on a eu l'occasion d'échanger, a priori c'est quand même très bénéfique, puisque depuis que nos patineurs de vitesse longue piste sont arrivés au roller, les résultats semblent meilleurs. Ça rime en plus. Alors écoutez, sur la saison là, je regardais, on a fait un post aujourd'hui, on fait 6 podiums sur les saisons de Coupe du Monde. Dont une victoire. On a Timothy Lubino qui a battu le record du monde, donc qui a été rebattu depuis, mais qui s'est offert quand même le statut d'homme le plus rapide du monde sur 5000 mètres pendant quelques mois. Ah oui, on a vu les records personnels. On a vu les posts passer. D'ailleurs, ça a été pas mal relayé, parce que c'est un nom qui commence à parler. Ouais, ça commence à parler, ouais. Et puis 14 records. Enfin, un record de France personnel, donc ça tourne, honnêtement, on est content. On a démarré, on voulait faire une preuve de concept, et puis en fait là on qualifie 6 athlètes, et on y va presque. Alors c'est un peu c'était pas forcément au projet, mais on pourrait presque se dire qu'on a des chances de médaille. Donc c'est rigolo de vivre ça comme ça de l'intérieur, de se dire qu'on a rêvé un truc il y a 3 ans, que c'était quelque chose qui surprenait, fallait quand même beaucoup convaincre, et puis en fait je crois que c'est le record du monde. Il fallait convaincre qui est un absolu. Enfin, fallait convaincre les acteurs du sport français. Voilà, parce que c'est une décision de la ministre de l'époque, donc Amélie Oudéa-Castéra, mais les acteurs dans les bureaux, on va dire, n'étaient pas forcément tous convaincus. Ça a été
une décision un peu courageuse, on va dire. Qui c'est qui est venu vous contacter à la base? C'était les patineurs de vitesse longue piste qui étaient venus vous voir, ou typiquement, on prend Timothy. Timothy, il est licencié chez nous. Je vais pas vous dire de bêtises, depuis je crois qu'il commence à 3 ans ou à 5 ans. Enfin, nous, les gamins, ils arrivent très tôt au roller, et c'est un patineur de roller en fait qui fait des compétitions de roller quand il est gamin, ado. Il s'essaye au patinage de vitesse lui, en 2019. Mais il fait ce qu'on appelle la transition. Alors c'est pas une transition de genre, c'est une transition de discipline. Mais et en fait, on sait depuis des décennies on a des athlètes du roller qui vont faire les saisons en longue piste, comme il n'y a pas d'anneau. Et en fait, ils reviennent, ils nous expliquent, ou eux ou leurs parents nous expliquent c'est la croix et la bannière pour eux, en fait. Enfin, on avait des retours. Moi, qui ai été sportif de haut niveau, je crois qu'on partage un peu tous cette culture-là ici. On a des récits qui sont indignes de cursus d'athlètes qui veulent, qui rêvent des Jeux Olympiques, on va dire. Donc, en fait, l'idée, elle vient de là. Elle vient de se dire, bon, alors, moi, quand j'arrive à la présidence de la Fédé, je suis centré sur le skateboard, qui est notre discipline olympique d'été, mais je rencontre Claude Onesta. Et Claude Onesta, quand on évoque ce sujet du roller avec sa grosse voix, et puisque c'était un peu un interdit quand même de se dire qu'on pouvait gérer avec le roller, un petit peu un syndrome. Déjà qu'on a déjà du mal à faire partir certaines de nos disciplines qui se considèrent être que des cousins et pas forcément de la même famille, des sports de glace. Ouais. C'est sûr que ça a été un petit peu... D'ailleurs, ça a surpris tout le monde parce que c'était un petit peu un coup de force qui est arrivé en moins de 2-3 mois en fait, même s'il y avait des discussions entre vous, mais en tous les cas, j'avais trouvé ça surprenant puisque. Moi, c'est Onesta qui me dit vous avez qu'à demander à la délégation avec sa grosse voix. Et en fait, moi, quand il me dit ça, vous savez, on a une expression, ça ne rentre pas dans l'oreille d'un sourd. En fait, ça a été un déclic pour me dire ah oui, on peut faire ça. Ouais. Voilà. Et donc après, on l'a fait. Et en plus, vous êtes un très bon, c'est un très bon exemple parce que ça peut aussi démontrer que certaines de nos disciplines au sein de la Fédération française des sports de glace, puisqu'il y en a beaucoup qui le désirent, doivent peut-être prendre leur envol. Est-ce que demain, une question qui peut fâcher, est-ce que demain le short track pourrait arriver chez vous finalement? Tu réponds pas. Alors, si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas parce qu'on est effectivement à quelques jours des JO. Je vais pas répondre. Okay. Je vais pas répondre parce que c'est un sujet. Je pense que tout le monde ou quasi sait que c'est un sujet. En tout cas, il y a des choses, c'est implicitement évoqué. Tu as posé la question à l'athlète qui était présente là avant, j'ai un peu écouté. Et en fait, on est dans le temps des Jeux. Et comme les Jeux, quand même, nous, on sait ce que c'est que se qualifier. C'est très dur. On laisse du coup les athlètes se concentrer. On est en plus, c'est un temps de paix, donc on est. T'as raison, c'est pas le bon moment pour poser la question. Donc on passe à autre chose. Ouais, l'envie de profiter, l'envie que chacun ait à donner ce qu'il a à donner. Et puis après, il y a même un article du Monde que j'ai lu avec intérêt d'un certain animateur d'une émission de radio qui s'appelle Les Givrés. Donc on sait que les arguments sont posés, mais voilà, je trouve que c'est pas le bon moment. Bon, non, pas de souci, on passe à autre chose, aucun problème, et je comprends ça très bien. Et effectivement, il faut laisser les athlètes se concentrer puisque les JO c'est quand même une étape importante dans la vie des athlètes. Concrètement, là aujourd'hui, est-ce que vous avez augmenté un petit peu on va dire vos nombres de participants pour ce double projet roller et patinage sur glace? Alors. Il y a des qualifiés en 2010 et 2014. 2018, 2022, il n'y en a pas. D'accord. Et là, on en qualifie 6. Et on en qualifie surtout une athlète féminine qui, elle, a commencé sa transition il y a 1 an, en fait. On l'a qualifiée au jeu, alors qu'elle avait en 2023, elle n'avait pas goûté à la glace encore. Ouais, c'est pas une patineuse de quel endroit elle vient de quel endroit cette patineuse? C'est Cholet ou Neuilly peut-être, je sais pas. Non. Elle est licenciée en roller à Strasbourg. D'accord. Et donc Violette Braun, elle s'appelle. Et donc elle se qualifie. La dernière qualifiée féminine, c'est 1988. Ah oui. Donc, c'est la première qualifiée longue piste française du siècle. Voilà. Ça c'est bien. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on a fait
Pardon. Ma question, elle portait plus sur le forcément, là, il y a les résultats, donc ça c'est très bien, c'est à valoriser, mais en termes de nombre de personnes qui rejoignent votre finalement le double projet, j'appelle ça un double projet parce que s'ils viennent chez vous, c'est qu'ils font les deux obligatoirement. Alors, ils viennent pas chez nous, ils sont chez nous, c'est-à-dire que nous, on prend de notre vivier de base qui est le roller. Vous avez 12 000 licenciés roller en France. Et on va identifier, notre DTN va identifier, alors d'abord ceux qui ont envie, parce qu'honnêtement, le parcours, faire les... Enfin, il n'y a pas d'anneau en France, hein, donc faire le parcours glace en étant basé à l'étranger, et puis après en allant faire le circuit, ça change en fait de la vie d'un patineur de roller qui est quand même qui reste proche de chez lui, on va dire. Mais donc faut qu'il y ait cette envie-là individuelle, et après nous on essaye de cibler les potentiels rollers potentiels pour faire la transition. Donc là on a notre équipe de France avec l'équipe elle s'appelle pas A, mais on a un groupe France qui a fait la Coupe du Monde. Dans ce groupe-là on a qualifié 6 athlètes, mais ils sont 8 en tout. Et après, on a un programme où là, on va chercher des athlètes qui découvrent et on les met sur la glace. Les études qu'on a faites dans l'analyse montrent que... alors, on a regardé ça sur les athlètes étrangers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'était vu, on vous avait dit qu'il y a en 2022 à Pékin, il y a 50% des médailles données par la longue piste qui sont données à des athlètes qui viennent du roller. 50%. Ouais, je me souviens de ça. Et on constate aussi que la transition, entre le moment où cet athlète du roller il met son premier pas sur la glace, prenez une Erin Jackson aux États-Unis, c'est une athlète du roller et elle a sa première médaille après 5 ans. Et donc on estime qu'il faut 5 ans pour que les athlètes deviennent médaillables sur la glace pour les meilleurs. Donc en fait on est dans ce travail-là typiquement pour Alpes 2030 sur des générations et notamment les filles puisqu'il n'y avait pas de programme féminin où on va chercher les meilleurs athlètes, celles qui ont le potentiel et l'envie, et on commence à les préparer en se disant que de toute façon la route va être un peu longue. Et on fait la même chose avec les garçons, même si avec les garçons on commence déjà à avoir des profils. C'est plus difficile de chercher des profils sur des disciplines. Ouais. C'est plus difficile de passer du roller à la glace ou de la glace au roller par rapport aux athlètes que vous avez? Alors, je saurais pas répondre. Et je pense qu'il faut poser la question aux athlètes. Moi, ce qu'ils m'expliquent, alors moi, tu sais, j'ai joué au hockey sur glace, donc j'ai fait, je suis passé du hockey sur glace, de la glace au roller, on va dire. Et puis après, comme je pratiquais le roller l'été, c'était pareil, il y a longtemps, je faisais les deux. Mais comme l'a dit, c'est Gwendoline avant, sur la notion de glisse en patin, en fait, entre pas la même. Un patin en artistique, en hockey sur glace, en long track, en short track, il y a quand même, de l'extérieur, on se dit c'est la même chose, mais en fait, quand on a les patins au pied, quand même des techniques très différentes. Ce que eux ils me disent, c'est on est monté sur la glace, on a découvert une glisse, on pensait pas que ça existerait, on avait l'impression de voler. Voilà. Et donc je sais que ça, au début, il y a cette impression là avec la glace quand même que quand on a du roller et si on n'a pas fait de glace, on ne le connaît pas. Et puis après, c'est pour ça qu'il faut qu'on mette nos élus. Faut qu'on mette nos élus sur la glace, comme ça ils comprendront le rêve que ça procure, le plaisir. Et alors, on va mettre peut-être Monsieur Estrosi et Monsieur Sauty en patinage de vitesse, et on va dire que le premier qui passe la ligne d'arrivée, c'est celui qui gagne la mairie. Et on leur fait patiner sur une piste de longue piste. Comme ça, ils diront allez, on y va, on construit une halle obligatoire pour les. Là, ma dernière question, puis après je passe la main à Titi, à Xavier et à Alain, s'ils ont une question. Est-ce qu'un jour on peut espérer avoir, puisque France 2030 quand même c'est le moment ou jamais, est-ce qu'on pourrait espérer avoir une longue piste, une patinoire longue piste pour nos athlètes français? Oui, alors Alpes 2030 c'est mort. Nous on est arrivé tard parce que la délégation on l'a début 2023 et donc quand on a la délégation il y a déjà cette idée d'aller chercher les jeux, il y a le CNOSF et déjà en fait et dans les pré-analyses
ont été faites quand la délégation était à la FFSG. Effectivement, très vite, le sujet d'un anneau de longue piste a été écarté. Alors pour des raisons, on va dire, ce que moi on m'a expliqué à l'époque, le président du CNOC de l'époque m'a dit aucune des deux régions veut porter un projet d'équipement de cette ampleur. À Matignon, il n'y a pas le projet. Et puis je pense que honnêtement, on est dans un cercle vicieux avec cette discipline. Il n'y a pas d'équipement, donc il n'y a pas de compétiteurs. Il n'y a pas de compétiteurs, donc il n'y a pas d'athlètes, donc on ne montre pas la discipline. Ah oui. Donc on montre, il n'y a pas d'événement. Là, donc en fait, et donc c'est mort. Maintenant. Moi, la vision, elle est. J'allais dire une connerie. C'est le chien à qui on a coupé la queue qui essaye de s'attraper la queue. Voilà. C'est un peu ça. Mais donc nous déjà ce sport, j'espère à Milan Cortina que les Français vont le voir. Comme vous avez dit, on a vu les posts de Timothy et d'autres, et que va y avoir on peut espérer qu'on découvre des athlètes qui, en plus, s'ils ramènent des médailles, ça crée une sorte d'engouement national, et que on ait une jeunesse qui s'identifie, qui se dise ah là là, longue piste sur glace, c'est super, etc. Que nos élus le voient, et puis que ça rentre comme ça dans une sorte de mémoire collective que parmi les sports d'hiver, il y a la longue piste sur glace, et qu'en France on a une histoire à raconter. Je pense que ça c'est le préalable. Et puis après, du coup, de toute façon, en France, on va rembourser la dette pendant 10 ans, donc ça va être compliqué d'aller chercher des budgets d'équipement sur les 10 prochaines années. Mais par contre, à un moment donné, et ça vous concerne parce que c'est quand même le drame des patinoires, c'est sa relation au développement durable, sa relation son rapport à l'énergie. Alors nous, on en parle de manière très libre au roller, parce que nous, on pratique le roller dehors, on a besoin de paire de roller, tu vois, et nous, en plus, on contribue, on va dire, à la mobilité douce. Mais on découvre quand même qu'aujourd'hui, il y a des techniques pour fabriquer, d'abord qui sont en plus maîtrisées en France, pour fabriquer des patinoires qui sont zéro carbone, qui ont de l'isolation, qui font que on va dire qu'on maîtrise, on est capable de maîtriser l'énergie, voire qu'on arrive à la recycler pour faire en sorte que l'équipement soit zéro carbone et une empreinte carbone le plus mini possible. Bah oui, c'est un peu notre combat. Au moment où on aura aligné les planètes, de se dire il y a un engouement, il y a une pratique, il y a moyen de faire des choses et qui soient écologiquement acceptables. Après, les investissements sont pas dingues, en fait. Et vous avez un site. Et je pense qu'il faut aussi. Non, mais on est sur un temps long. C'est-à-dire que je vous dis, nous, on va avoir un projet d'équipement après 2030, et après un projet d'équipement comme ça, il y en a pour 10 ans. Donc, comme de toute façon, la séquence, elle est à rembourser un déficit de l'État, on s'attend pas à ce qu'on ait tout de suite des possibilités de faire des choses. Et comme en plus on va nous objecter, c'est des équipements qu'il fallait faire pendant 2030. Donc moi la vision, c'est de dire de toute façon il va falloir qu'on trouve un moyen de s'entraîner en Europe. Mais aux États-Unis, vous savez, le pays il est grand et il y a peu d'équipements de long track aux États-Unis, et les athlètes prennent l'avion pour aller s'entraîner parfois plus loin que ce que font nos athlètes quand ils vont en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc à court terme et moyen terme, c'est la double pratique et des programmes d'entraînement à l'étranger. Et puis effectivement, nous, Fédé, on portera un projet d'équipement un jour. Bon, on va suivre ça. On va suivre ça de très près, parce que moi, c'est un dossier qui m'intéresse. Et puis on va, de toute façon, on va laisser passer les JO. On va regarder avec beaucoup d'intérêt. Alors qui, en dehors de Timothy, on a qui d'autre qui est dans cette sélection France? Alors Timothy, 5000, 10 000, Valentin Thiebaud, 1500. Mathieu Belloir, Mastart, il a fait deuxième là ce week-end dernier, donc chance de médaille. Germain Deschamps et Giovanni Tributa sur Team Poursuite, et Violette Brown chez les filles en 3000 mètres. Et qui est en train de récupérer, on va voir, un quota, je crois, Mastart, mais c'est là pour le coup, c'est l'info que j'ai pas. Oh c'est bien, c'est quand même une très bonne perspective pour ce patinage de vitesse longue piste. En tous les cas, on espère que ce sera très visible, que ce sera bien médiatisé,
Et puis on sera là pour en parler. Bon, j'imagine que toi, Boris, tu seras sur place. Il y a un bon commentateur sur France Télé, c'est Benoît Durand. Benoît Durand, très bien. Ouais, Benoît est un bon commentateur et il aime le short track et le patinage de vitesse. Le patinage de vitesse. Et il m'avait emmené là à Pyeongchang, je suis allé plusieurs fois et on se prend au jeu tout de suite. Donc c'est quand même aberrant, hein. Moi je trouve ça complètement... Mais alors, ça fait 20 ans que j'entends cette histoire d'anneau de vitesse, c'est complètement aberrant que les Italiens en ont, les Allemands en ont, les Hollandais en ont, et nous on n'en a pas. Mais il n'y a pas possible. On en a à remettre en glace à Grenoble. Bah, tu sais que ça serait pas si con, hein. Nous. On aurait pu le réhabiliter, puisque l'emplacement, le foncier, il est toujours là. Après, il faudrait le couvrir, parce qu'aujourd'hui, en fait, la difficulté qu'on a, c'est que les anneaux de vitesse avant étaient à l'air libre, même jusqu'à Albertville. C'est après Albertville qu'on a commencé à obliger les anneaux de vitesse à être couverts pour augmenter les performances des athlètes. C'est une grosse difficulté parce que faire des patinoires mobiles aujourd'hui, on serait capable de le faire en l'espace d'une semaine, hein, et puis ça serait éphémère. Bon, il faut y aller parce qu'on a notre invité Lauric Dorier qui nous attend depuis un petit moment. On est en train de le mettre un peu en retard. Boris, bon séjour en Italie. Merci à vous. Mangez une bonne pizza en pensant à moi. Émission. Et puis voilà. Et puis surtout fêter les victoires parce que on sera jamais bien loin. Et puis peut-être qu'on se permettra de te téléphoner pendant nos émissions qu'on fera tout au long des JO, puisque c'est une volonté qu'on a de suivre les JO. N'hésitez pas, moi j'y suis 6-8. Après je reviens parce que je travaille en France la première semaine et je repars à partir du 13. Je serai dans le coin la deuxième. Mais ouais, n'hésitez pas. Bon, un petit 10 minutes à chaque fois qu'on aura eu des épreuves de longue piste, on se permettra de t'appeler. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Nous, on va également, bonne émission. Salut. Merci beaucoup. Il faut goûter la pizza Candeloro, elle est un peu pimentée, mais elle est excellente. Ouais, mais elle fait tousser parfois. Moi, je vous lance une petite dédicace spéciale pour notre ami Philippe Aubertin, dont sa femme adore cette chanson, c'est Hélène de Rock Voisine. Un petit remix de Yann Muller que j'aime bien. J'ai pensé à eux deux en mettant ça. Écoutez bien les paroles, vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti et à tout de suite. L'amour sur la plage, seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. You do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. And things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi, là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat.
Alors c'est pas pour Hélène, mais c'est pour Sandrine Aubertin, qu'on embrasse évidemment, puisque du côté de Mulhouse, voilà, on va pouvoir reprendre le cours de l'émission avec notre prochain invité, c'est Loïc Dorier, qui est là depuis un petit moment. Bonsoir Loïc. Bonsoir à tous. Bon, désolé pour le petit retard, mais bon, effectivement, Pas de souci. on a des invités qui ont plein de choses à dire, du coup on se laisse un petit peu déborder, et c'est toujours bien de converser avec ces disciplines qui vont attaquer leur JO dans très peu de jours. Voilà, alors vous êtes le président du club de Valence patinage artistique, et on va parler de la sélection France Club, n'est-ce pas, que vous organisez le samedi 31 janvier au dimanche 1er février. Alors dites-nous-en un petit peu plus sur cette compétition et comment s'est passée l'organisation. Enfin, comment se présente l'organisation. Du coup, sur la partie sélection France Club, en fait, c'est on a en fait la partie sélection France Club est coupée en 4. Donc là, nous, on fait la partie sud-est. Donc là, on va avoir 202 patineurs sur tout le week-end, qui en fait sont par catégorie, donc D1, D2 et D3. Et de là, on a 15 clubs qui vont venir chez nous. Donc, défendre leur place pour aller essayer de chercher la place en finale qui va se dérouler le 14 et 15 avril à Annecy. Combien de clubs restent après l'épreuve chez vous sur les 15 clubs? Alors, il y a le premier de la D1. Alors, alors, je dis pas de bêtises, normalement, ça doit être les 3 premiers D1 et D2, D3. Et après, il y a ceux qui font le challenge, parce que du coup, on a soit on vient qu'avec une équipe, soit 2 ou soit les 3. Et si on inscrit les 3, il y a la partie challenge. Et du coup, là, c'est pareil, c'est les 3 premiers qui partent. Du coup, la compétition se passe sur 2 jours. Donc, j'imagine que tout le monde fait 2 programmes. Non, là il y a un seul programme. Alors, c'est du coup c'est que les longs pour les novices, juniors, seniors sur la partie D1, et on n'a qu'un seul programme, c'est que le long. Et pourquoi sur 2 jours du coup il y a autant de participants, c'est pour ça? Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a plus de 200 patineurs, donc du coup ça rentre pas sur. Là on déborde même un peu sur le vendredi. On attaque la catégorie D1 junior avec 11 patineuses le vendredi soir, donc du coup. On a un planning qui est assez condensé, donc du coup on n'a pas le choix de venir croquer le vendredi soir. Donc voilà. Quelle est la plus grosse difficulté pour vous en tant qu'organisateur club de pouvoir gérer une compétition aussi importante, aussi dense? Est-ce qu'il faut déjà trouver les 72 heures d'occupation de la patinoire, non, j'imagine? Ou alors ça, sur cette partie-là, on est assez en accord avec la partie parce que nous on est géré par une agglomération, donc là-dessus on est assez en phase avec eux, donc ils savent qu'on a 2 compétitions dans l'année, donc on leur donne les dates courant mai, juin de chaque fin de saison, comme ça au moins ils savent que ces week-ends-là sont bloqués. Et là, du coup on a mordu un peu sur le vendredi, donc on s'est permis d'aller voir le club de hockey sur glace, les Lynx, qui nous ont laissé un créneau un peu plus grand pour pouvoir faire la partie D1 junior. Bon, c'est bien, vous vous entendez bien avec le hockey sur place? C'est ça. Ouais, on a des bons liens, donc du coup c'est assez sympa. C'est un peu moins compliqué à gérer. Et vous attendez, j'imagine, alors quand vous attendez 200 patineurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de parents aussi qui viennent, qui vont venir squatter les gradins. D'ailleurs, je crois qu'à Valence, vous avez une très très belle tribune assez bien inclinée, mais qui donne une perspective de visibilité assez impressionnante. Ouais, c'est ça. On a à peu près 1000 places assises, et voilà la différence du Sélection France Club d'une autre compétition classique tournoi un seul podium, et le seul podium est le dimanche soir. Donc ça veut dire que tout le monde est obligé de rester tout le long du week-end, quoi. Ouais. Est-ce que vous ressentez un peu moins de on va dire d'enthousiasme de la part des parents qui viennent accompagner les enfants, parce que souvent c'est un bus du club qui amène parfois les enfants, il n'y a pas forcément la place nécessaire pour les accompagnants. Est-ce que ça c'est problématique, parce que c'est un petit peu comme ça que les clubs peuvent gagner un petit peu leur vie, non? Et j'ai pas entendu, par contre ça a coupé, j'ai eu une coupure un peu réseau, je suis désolé. Bon, non, je disais, est-ce que vous ressentez aussi, vous, moins de parents intéressés par venir voir les compétitions de leurs enfants, du fait que souvent c'est les bus qui sont organisés par les clubs qui accompagnent les enfants, il n'y a pas forcément la place dans les bus pour les parents? Alors nous chez nous, je sais qu'on a problème de réseau.
Toi, Xavier, tu connais bien Valence. On vous a perdu un peu, Loïc. Alors, allez-y. Reprenez la. Je disais que du coup, on a un minibus en place et du coup, et on a quand même beaucoup de parents qui suivent quand même les enfants. Donc là-dessus, on a beaucoup de parents. Après, c'est vrai que c'est pas un sport qui est très médiatisé malheureusement, et du coup, c'est vrai que quand on va en compétition, il manque un peu de monde. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est un très beau sport quand même. Bah, quand on a 200 gamins qui viennent patiner et si on les multiplie par leurs 2 parents, s'ils sont encore intéressés par ce que font leurs gosses, ça fait tout de suite normalement 400 personnes dans les gradins, on va dire que d'accompagnants. Et puis ensuite, il faut faire véhiculer la communication à travers la ville pour attirer du monde à venir voir quelque chose de sympa. Parce qu'en plus, j'imagine que le billet d'entrée est pas très cher, non ? Ah, c'est même totalement gratuit. On prend pas d'argent sur à part le gala de fin de saison. Xavier, je crois que tu voulais poser une question. Moi, je voulais savoir quels étaient les objectifs du club de Valence ce week-end. Est-ce que vous avez une chance de vous sélectionner pour ces France Club ? Alors effectivement, on a suite à discussion après avec nos 2 entraîneurs, on a logiquement si tout se passe bien, si chaque patineuse a pas un couac ou autre, non, logiquement on devrait emmener tout le monde, donc nos 18 patineurs en finale à Annecy. Ouais. Parfait. Comment se développe le patinage à Valence ? Est-ce que vous faites le plein ? Est-ce qu'il y a une bonne cohésion au niveau de votre groupe, à la fois compétition, développement, loisirs, etc. Alors, du coup, on est un club qui est assez dynamique en termes de fréquentation, parce que ça fait moi 4 ans que je suis président de ce club et en fait on est passé de 160 à 210 adhérents à peu près. Et on a entre 30 et 40 compétiteurs, donc qui sont mis sur tout niveau confondu, donc régional, fédéral et national. Et depuis cette année, on a 2 patineuses qui sont rentrées sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau et 2 autres qui ont été reconnues par la Fédération française de sport de glace en haut potentiel sportif. Et comment, j'ai une petite question parce qu'on est dans un milieu où on est entouré de femmes, comment est-ce qu'on arrive en tant qu'homme président d'un club de patinage artistique ? Et là-dessus, c'est une très bonne question parce que du coup, moi, j'y suis venu vraiment par hasard parce que en fait, ma fille, je suis un sportif compétiteur et moi, je suis plus dans le sportif hockey sur glace. Donc, je suis arrivé par le biais de ma fille parce que elle voulait absolument faire du hockey sur glace comme papa, mais bon, ça lui a pas plu, donc elle a basculé côté artistique et c'est vraiment un chouette sport. Et du coup, moi, je suis venu un peu par hasard parce que la présidente qui était avant était démissionnaire et en fait, un papa devait prendre la suite. Et malheureusement, Pourquoi un papa ? Le temps qu'il revienne. Tu vois, la parole de Monsieur Dorier est bafouée. On est victime d'une cyberattaque féminine. Donc c'est ça. Donc donc moi je suis vraiment venu, j'étais là pour suivre ma fille et donc la présidente est partie, un papa devait reprendre le poste de président. Et donc sa fille a décidé d'arrêter. Donc lui a dit, vu qu'elle arrête, je pouvais pas reprendre la présidence. Donc il a gentiment proposé mon nom. Et après en commun accord avec les entraîneurs, après discussion, parce que moi c'est quelque chose que je connais pas, c'est pas un monde que je connaissais. Donc j'ai été un peu arrivé avec des peurs sur ce monde-là. Mais on a 2 entraîneurs qui sont là depuis 35 ans et 15 ans. Donc la partie glace, ils connaissent les yeux fermés. Vos entraîneurs, c'est qui ? Ludovic Roux. C'est Ludovic qui est toujours. Comment ça se passe la collaboration avec Ludovic Roux ? C'est vraiment parfait. On est collègues de sport parce qu'on fait du roller hockey ensemble et dans le monde du travail, c'est une personne qui est vraiment hyper agréable, hyper à l'écoute et donc ultra compétiteur. Donc c'est vrai que là-dessus, sur la partie compétition, on est toujours sur la performance. Donc c'est top, ouais. Et Amandine Culiras, ça fait 15 ans, qui était une ancienne élève de Ludovic.
tout à fait. Oui, mais c'est souvent un peu comme ça, hein, la vie des clubs aujourd'hui. Hein, c'est quand il y a l'enfant arrête de patiner, bah, il faut retrouver aussi quelqu'un qui avait déjà le rôle de président. Et donc, c'est un monde nouveau pour vous, le monde associatif. Est-ce que vous avez un bon trésorier, un bon secrétaire général? C'est souvent ce qui pêche, il faut être bien accompagné. Ouais, c'est ça. C'est totalement un monde nouveau, mais c'est vrai que c'est un monde qui, voilà, était un peu, pour moi, un peu, comment dire, c'était vraiment nouveau parce que du coup, je connaissais pas ce monde-là de l'artistique, de la rigueur, du travail, et donc c'est vrai que c'est cool à faire. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a une équipe qui est derrière, donc on arrive à tous tourner ensemble, donc et à faire le travail ensemble, donc c'est top. Ouais. Alors, l'instant promo. Donc, du coup, c'est pour le samedi 31. Alors, on déborde le vendredi. Les gens peuvent quand même rentrer pour venir voir ce qui s'y passe. On se présente comme ça. On va au guichet, on rentre. On peut venir en famille. C'est limité en termes de nombre. Non, pas du tout, aucune limite, parce que voilà, on l'a fait, ça fait 2 ans qu'on le fait. En termes d'affluence, on est. Aïe. Ce soir, on est un peu bouteillé. Loïc, faut faire attention quand vous dites il n'y a pas de limite, parce que j'ai beaucoup d'amis du genre du voyage qui habitent pas très loin de Valence. Ils risqueraient de débarquer chez vous avec une centaine de personnes, mais bon, c'est pas grave, au moins ils connaîtront un peu le patinage de haut niveau, même niveau loisir, mais avec un très bon développement pour la Coupe de France des clubs. Donc on rappelle, donc on se pointe à la patinoire, on peut y rester le temps qu'on y veut, on peut venir au nombre de personnes qu'on veut, et là vous avez toute la journée du samedi et le dimanche. Ça doit se terminer avant 16h, je crois, pour laisser repartir les juges. Ouais, 16h, c'est un petit peu avant 17h, parce qu'après on a les podiums. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. J'espère qu'on vous souhaite beaucoup de succès pour cette compétition, cette organisation, avec, j'imagine, une très belle équipe de bénévoles, parce que sans les bénévoles, on peut pas faire grand-chose. Tout seul, on n'est pas assez performant. On nous appelle pas les pieuvres. Hein. On aimerait bien, mais... En tout cas, merci beaucoup. De rien, allez, bon courage, et puis on reprendra des nouvelles un petit peu plus tard, quand la connexion sera meilleure. C'est ça, pas de souci. Et mes amitiés sportives à Ludovic aussi, qui a été un ami, un compétiteur qui était à mes côtés quand je faisais aussi de la compétition. Donc il doit être aussi vieux que moi maintenant. Allez, on va passer à l'actu de la semaine, ou les infos des fédés, ou qu'est-ce qu'on fait. Allez, l'actu de la semaine. Allez, non, moi j'aime bien ce petit jingle. Kate, maintenant. On va faire rentrer Kate. iceradio.com. Les infos des fédés. Alors c'est à la fois les infos des fédés et à la fois des sports de glace, puisque cette semaine il y a eu quand même pas mal d'événements, et c'est Kate qui est avec nous, enfin une voix féminine avec nous. Bonsoir Kate. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Kate. Ça, je sais pas, ça a pas l'air de t'enthousiasmer d'être avec des messieurs ce soir, Kate, non? Mais si. Ah bon. Je sais pas, dis bonsoir, non, messieurs. Oui, mais si, je suis ravi d'être là, moi. Bon. Ce soir, des messieurs ou des dames, d'ailleurs, hein, j'ai pas de préférence. Je ne suis pas sexiste, voilà. Bon, c'est bien. Ouais, mais nous non plus, mais souvent on nous traite de sexistes, hein, mais bon, on ne l'est pas, hein, au contraire. Alors, ce soir, on va parler des 4 continents peut-être pour démarrer, puisque c'est une compétition importante, c'est un petit peu le championnat d'Europe des autres continents. C'est le championnat d'Europe des autres, oui, c'est ça. Bon, beaucoup de monde hein, dans cette compétition. Beaucoup de monde, mais pas les meilleurs mondiaux, qui font souvent l'impasse dessus. Et, je pense d'autant plus en cette année olympique. Alors quand je dis pas les meilleurs mondiaux, il y avait quand même du beau monde, hein, puisque chez les messieurs, on a vu la victoire de Kao Miura, le japonais, devant Juwansha de Corée, et Sota Yamamoto du Japon. Donc c'est quand même des gens qui s'étaient bien débrouillés dans leurs propres championnats nationaux, et qui sont régulièrement sur les podiums un peu partout, en Grand Prix, etc. Il y a eu du changement entre le programme court et le programme long. Murat, il a un peu plongé dans le programme long, mais enfin bon, il avait beaucoup d'avance. Les 2 premiers, ils ont 11 dixièmes de différence au niveau des points. 273-73 pour Murat, 273-62 pour Shah. C'est vraiment pas grand-chose, hein. C'est vraiment serré. Chez les dames, le podium, il est entièrement japonais. Yuna Aoki en tête, 2e Amina Kai, 3e Moneshiba.
On pensait plutôt que ce serait Shiba qui gagnerait, mais non. C'est Aoki. Et la 4e est Brady Tennell qui est toujours là. On a retrouvé chez les femmes aussi Gabi Deilman, la Canadienne qui avait disparu sur blessure la saison d'avant. Alors elle est que 7e au classement général, mais elle s'est plutôt bien débrouillée dans le programme court puisqu'elle était 4e. Et chez les couples, on a les Américains Efimova, Mitrofanov qui ont gagné avec 205,34. Derrière, les Chinois Sui-Han avec 299. Alors elle est blessée. Elle a fini son programme long en boitant sur la glace. Donc je pense qu'ils étaient là. Ils avaient gagné le programme court. Je pense qu'ils voulaient gagner. Je crois qu'ils les ont déjà gagnés 5 ou 6 fois, les 4 continents. Donc ils auraient sans doute bien continué. Mais bon, là ils sont seconds. Et les 3e sont les Japonais Nagaoka Moriguchi. C'est pas le couple. J'ai vu une photo là passer sur notre ami Google là qu'il y avait un couple avec une jeune fille par terre. Il s'est passé un accident peut-être là dans cette compétition. Alors j'ai pas vu toute la compétition, donc je sais pas si quelqu'un s'est blessé ou pas. Et j'ai regardé les 2 derniers groupes, donc ça s'est pas produit dans les 2 derniers groupes, sinon j'aurais tilté. Alors et après, en danse, qu'est-ce qui s'est passé en danse? Ce sont les Américains Zingas Kolesnik qui ont gagné. Alors ils ont fait une saison d'enfer, puisqu'on les a retrouvés à peu près partout. Et derrière eux, il y a leur compatriote Green Parsons qui sont là depuis plus longtemps, qui ont plus d'expérience, mais bon, qui se sont fait battre. Et ce sont aussi des Américains qui sont sur la 3e marche avec Brown, frère et la sœur Brown, qui ont fait aussi une bonne saison, qu'on n'attendait pas forcément aussi haut aux 4 continents, mais bon, qui se sont très bien débrouillés. En même temps, il manquait les leaders. Il manquait les leaders américains. Oh oui, bon, il n'y avait pas Chuck Bates, il n'y avait pas Gilles Poirier, il n'y avait pas... Comment ça se fait qu'ils ont préféré faire l'impasse sur ces 4 continents à cause des jeux qui approchent très vite? Je pense, oui. Ouais. Après, ils sont beaucoup plus âgés. Zingas Kolesnik, c'est des gens qui ont 10 ans de moins que Chuck Bates ou Gilles Poirier. Donc, c'est pas très étonnant. Moi, j'aurais vu à la place des 3e américains, je pensais que Fabry Ayer, les Canadiens, allaient monter. Mais bon, ils ont fait des erreurs, donc ils sont 4e au classement général, ce qui est pas si mal. Mais bon, c'était assez surprenant de voir les Browns qui étaient 3e. Ils étaient 2e de la danse libre. Ils ont fait 2 très bons programmes et c'était mérité, quoi. C'est vrai que c'est assez surprenant ces derniers temps. Je l'ai dit la semaine dernière, on voit quand même du changement entre la rhythm and dance et le programme libre en danse sur glace. Ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas offert des variantes comme ça entre les 2 programmes. Allez, on va parler un peu du Challenge Cup de Tilburg. Alors, dans ce Challenge Cup, on avait 18 Français d'engagés. Alors, ça va être dur de parler de tout le monde. Il nous reste que 10 minutes. Des catégories qu'on voit peu d'habitude. Là, je parle. Il y a une jeune fille, Amy Dufour, qui est 5e en Advanced Novice. En couple, en Advanced Novice, Ismaili, Rouvray sont premiers, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de mérite puisqu'ils étaient tout seuls. Par contre, on a chez les seniors, Villard a raflé le podium en entier avec de Mougeot Le Mercier en premier, Dupayesh Nabé second, Fadji Fourneau en 3e. Et on a des garçons en junior qui se sont pas mal classés. Jean Médard 7e, Alexandre Liraud 9e. Et puis on a aussi des bons résultats chez les juniors couples avec Erhard Pellegris 4e, Télémac Coulon 5e et Liguet Latus Fischer 7e. Ah, c'est bien ça, pour Liguet Latus, oui. C'est bien parce que c'est un couple qui se lance bien. Bon, elle a les partenaires qui défilent, mais c'est bien que ça continue. Je les ai vus il n'y a pas si longtemps. Donc je vois que ça progresse. Je laisse la parole à Alain qui veut parler des Kovalek. Ouais, les Kovalev. On a une bonne nouvelle parce qu'ils étaient sélectionnés pour participer au jeu dans la compétition équipe. Et donc on a appris pas plus tard que tout à l'heure que finalement ils ont récupéré un quota pour participer dans la compétition individuelle couple au JO. Donc ils vont devoir travailler 2 fois plus. Mr. Y, c'est à toi si tu veux. Oui, non, Kate le sait très bien, on le sait tous. Donc on l'avait déjà annoncé il y a pas mal de temps
qu'ils avaient une chance. Bon, voilà, ils se sont qualifiés en Indiv et ils participeront aussi par équipe, mais c'est parce que le couple ne patine plus ensemble, hein, le couple. Oui, les Ouzbeks, ils se sont séparés. Gaini, voilà. Les Ouzbeks, voilà. Non, moi, ça dépend si Kate, toi, tu as fini, parce que moi, j'ai quelques infos pour les JO de Milan qui arrivent, mais c'est sur du ski et sur de la sécurité. Non, je voudrais revenir sur la non-sélection du triple médaillé olympique Alexis Pinturo. Ça, c'est grosse déception. Notamment sur les réseaux. Il a 34 ans. Ça signifie certainement la fin pour lui de l'aventure olympique et c'est quand même assez dur quand même, je trouve. On peut aussi associer aussi un slalomeur, 3 fois champion de France et encore vice-champion de France cette année à Méribel. C'est Mufa Jandet, qui aurait pu aussi avoir sa place pour ces JO de Milan. Et puis, j'avais quelque chose aussi que j'ai trouvé. Les Américains font encore parler d'eux. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Ouais. C'est Ice, tu sais, les agents de l'Ice. Les fameux de Ice qui vont débarquer à Milan. Ouais. Alors on se demande ce qu'ils vont foutre là-bas. Hein. La police de l'immigration. Ouais, c'est bizarre quand même. Et ils vont accompagner la délégation américaine. Alors le maire de Milan s'y oppose. D'ailleurs, il s'élève contre et les qualifie l'Ice comme Ice Radio, hein, de milice qui tue. Alors, faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, le service de sécurité intérieure de l'ICE soutiendra le service de sécurité diplomatique du département d'État américain, voilà, ainsi que l'autre, afin d'évaluer et d'atténuer les risques liés aux organisations criminelles transnationales. J'ai l'impression qu'ils étaient sans domicile fixe, l'ICE, parce qu'ils ont été virés de Minneapolis, ils vont aller à Milan maintenant, c'est ça, pour être hébergés, logés et nourris, j'en sais rien. En tout cas, les opérations de sécurité proprement dites restent bien sûr placées sous l'autorité de l'Italie. Mais bon, les Américains font encore parler d'eux, ils font rien comme tout le monde. Voilà, donc comme une affaire à suivre. Il y a d'autres infos d'ailleurs, hein. J'ai vu là que le COJOP aussi lancé un poste pour le développement des partenariats. Donc s'il y en a qui sont forts là-dedans, ils peuvent aller postuler. Et puis je crois que l'ami Gros-Piron a sélectionné un pôle spécifique de formation du côté de Vichy en vue des Jeux Olympiques de 2030. Absolument, oui. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le Krebs, absolument. Et tiens, une info, j'ai vu passer la semaine dernière une émission où Cécile Hernandez, qu'on avait eu avec nous sur Ice Radio, qui a été donc désignée comme porte-drapeau des Paralympiques de Milan. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on attend d'ici... Dans 2 jours. Oui, Xavier ? Moi, j'avais juste une petite question pour Kate. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le schmilblick qu'il y a avec les choix musicaux du couple canadien Loriot-Le Gag. Qu'est-ce qui se passe avec les musiques de Prince? Comment est-ce que en fait, on leur a réclamé des droits d'auteur, enfin des droits exorbitants pour utiliser la musique, comme si la famille de Prince avait pas assez d'argent, avait pas arrêté d'assez d'argent, donc ils sont obligés de changer en dernière minute avant les Jeux, quoi. C'est hallucinant quand même que ce genre de choses arrive, alors que je crois que Papadakis Cizron avait eu ce même style de problème à un moment donné. Le compositeur demandait une somme exorbitante pour qu'il continue à pouvoir utiliser la musique, et il demandait droit auprès de l'ISU. Donc l'ISU se dégage de toute responsabilité des choix de musique faits par les patineurs, mais c'est quand même hallucinant qu'en début de saison on leur dise pas tout de suite. Oui, d'autant plus que ils ont patiné avec cette musique depuis le début de saison, donc il y a quelqu'un, je ne sais où, qui tout d'un coup a tilté en disant ils peuvent pas utiliser ça. Je trouve ça absolument aberrant. Bon, après, c'est tombé sur des gens qui sont bien dans leur tête et qui ont pris ça avec philosophie et fatalité en disant on va faire autre chose, mais c'est énorme, quoi. À 10 jours des Jeux Olympiques, c'est ridicule. Ouais, mais ils sont pros, Lauriac.
Oui, Loriot, tout à le fait. gars. Bon, ils ont beaucoup d'expérience. Ouais, on les connaît bien. Ils patinaient pour la France avant, donc on les avait eu en tournée équipe de France en 2018 et 22. Puis après, ils ont décidé de partir patiner pour l'Italie. J'aimerais juste vous annoncer aussi Au Canada, au Canada, pardon. Pourquoi j'ai dit italien? Mais là, t'es déjà en Italie. oui. D'ailleurs, on va voir ce qui va se passer avec Fabri Guignard là-bas, qu'on remontait un petit peu la pente là ces dernières semaines, mais on verra ce qui se passera en danse sur glace là-bas. J'aimerais juste vous donner un petit peu la commission consultative de sélection olympique, la CCSO, sous la présidence d'Astrid Guyard, a donc désigné aussi les derniers participants au jeu de la part du bobsleigh. On aura Margot Bock, Carla Sénéchal, Luna Gouraud, Nice Blairon, Darian Hauterville, Romain Henrich, Antoine Rioux et Lionel Lefebvre. Ça, c'est pour la partie bobsleigh. En short track, on l'a dit tout à l'heure, donc on aura Bérénice Combi, Eva Grenouillou, Aurélie Levesque, Chloé Olivier, Étienne Bastier pour les garçons et Quentin Fercoq, et en skeleton, Lucas Defayet. Voilà, c'est important puisque pendant ces JO, vous allez entendre parler de tous ces athlètes. Ah mince, ça y est, mon robot commence à me casser les oreilles. Eh ben écoutez, 2 heures d'émission, c'est jamais assez long, mais on espère qu'on va vous retrouver dès la semaine prochaine. On vous retrouve tout de suite d'ailleurs à 15h dimanche pour le lancement du match de la Coupe de France, la finale de la Coupe de France, qui opposera donc les Brûleurs de Loup contre les Dragons de Rouen, Grenoble-Rouen. On aura évidemment Titi avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Mr. Y, merci Xavier, merci Kate. Merci Titi, d'ici là passez une bonne fin de semaine, et nous on se retrouve dimanche en direct, et évidemment mardi prochain comme tous les mardis 18h 20h, et ça c'est seulement sur iceradio.com. Bon appétit à tous. Salut. Bonsoir à tous. Allez, merci.